Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir bien évidemment que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 190. Aujourd'hui, après une semaine où j'ai attrapé un petit virus, ça s'entend encore un petit peu dans la voix, et dimanche, j'ai dû sauter une séance, j'étais au fond du lit et j'avais plus d'énergie pour courir. Merci les élèves, merci mes enfants pour m'avoir transmis ces microbes. Les sensations reviennent petit à petit et je serai au départ des 20 km de Paris le 8 octobre prochain et au départ d'un 10 km du côté d'Orléans, les foulées de l'Indien, le 15 octobre. Voilà pour le programme un petit peu sportif. Et si pour vous, la course à pied était liée au goût de l'aventure ? Eh bien, c'est la philosophie adoptée par mon invité du jour. J'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Éric Leblaché, aujourd'hui coureur d'ultra-distance, mais qui par son passé a été cycliste professionnel. Nous reviendrons avec Éric dans un premier temps sur cette carrière embrassée pendant quelques années, du Crédit Agricole à la Française des Jeux, sur les raisons de son arrêt prématuré de carrière, mais aussi sur les exigences de ce métier de cycliste professionnel. Éric a basculé vers la course à pied, d'abord avec une orientation performance, du 10 km au marathon, puis vers l'ultra-trail. Après une grave blessure survenue en 2008, Éric aurait pu dire adieu à sa pratique sportive. Doté d'un mental hors norme, il a réalisé de nombreux efforts pendant plus de 6 mois dans un centre de rééducation pour retrouver tout d'abord la marche, puis la pratique de la course à pied, sans oublier le vélo qu'il n'a jamais vraiment quitté. Éric est un sportif animé du goût de l'aventure, que ce soit en vélo ou basket au pied. Il cherche des courses dans lesquelles il va participer avec une certaine connexion émotionnelle. Ce qui l'attire, c'est l'ambiance, c'est un paysage, ce sont des bénévoles. Éric nous précisera sa vision du trail et vous donnera des conseils sur les bienfaits du vélo. On parle souvent d'entraînement croisé. Et bien là, vous avez un cycliste professionnel qui vous transmettra ses bonnes pratiques et pourquoi nous avons, en tant que coureur à pied, intérêt à enfourcher le deux roues. Un épisode grand format avec un sportif accompli pour qui le partage est une valeur fondamentale. Éric est également organisateur d'un trail, la Grande Ourcq, qui se déroulera au mois de décembre. Vous retrouverez les liens dans les notes de l'épisode. Pour ta gentillesse, ta simplicité et l'échange que nous avons pu avoir ensemble avant et après cet épisode, je tenais à te remercier, Éric, pour ce bon moment de partage sur les valeurs que tu véhicules également autour de toi. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Éric Leblaché, de cycliste professionnel à ultra-trailer, le goût de l'aventure. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle écoute à vous. Bonjour Éric, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes avec aujourd'hui un gros programme puisque tu es un ancien cycliste professionnel reconverti en coureur, mais pas coureur amateur. On part sur de l'ultra-distance. Et je voulais évoquer avec toi cet esprit d'aventure, ces challenges, ces défis que tu te donnes et comprendre comment on peut basculer d'un profil de cycliste professionnel à un coureur trailer au long cours. Bienvenue à toi, Éric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors, je vais te laisser te présenter pour que tu nous fasses un petit CV, on va dire état civil, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais actuellement comme activité professionnelle? Et puis on verra après comment le sport est entré dans ta vie. Est-ce que c'était par la course à pied? Est-ce que c'était déjà par le vélo? Tu nous en diras plus tout à l'heure. D'accord. Alors, je me présente, donc Éric Leblaché, j'ai 45 ans. J'habite un petit village tout proche de Meaux en Seine-et-Marne. Je suis né à Meaux, donc je suis un Seine-et-Marnais de souche. J'ai vécu 25 ans dans des quartiers populaires, donc je suis vraiment issu de quartiers populaires de l'Île-de-France. Et puis ensuite, je suis parti habiter avec ma femme dans un petit village dans lequel on a créé pas mal de liens sociaux et avec lequel on a un très très bon feeling. Donc j'aime aussi bien la vie à la ville que la vie à la campagne.
Professionnellement, eh bien, j'ai vite imaginé faire du vélo une vraie passion, non pas un métier pour l'instant, mais une vraie passion. Donc, j'ai franchi assez rapidement les échelons départemental, régional et national. J'étais champion de France. Et après, j'ai toqué à la porte du professionnalisme. Donc, je suis passé professionnel fin 2001, pardon. Donc, j'ai été 5 ans et demi professionnel, cycliste professionnel. Donc, c'était mon métier, mon sport, mais c'était avant tout un métier. Je ne sais pas si on en reparlera, mais c'est la grande différence. Quand on est professionnel, c'est plus notre sport, c'est notre métier. Et ça change beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça a été mon métier. Et puis, il est arrivé une chose qui est sortie un peu de l'ordinaire. Enfin, je l'ai appris qu'après, c'est que fin 2006, donc j'avais gagné une étape à l'Étoile de Bessèges. J'avais été premier remplaçant du Tour de France. Je devais le faire et je me suis cassé le scaphoïde quelques semaines avant, donc j'ai pas pu le faire alors que j'étais dans la sélection. J'ai été finalement premier remplaçant. Donc j'ai ensuite fait les championnats du monde. Et là, Marc Madiot, mon directeur sportif à la Française des Jeux, me proposait 2 nouvelles années de contrat en me doublant mon salaire. J'étais pas un millionnaire à l'époque, mais enfin quand même, je doublais mon salaire. Et puis j'ai réfléchi, on a réfléchi en famille, et je me suis dit non, je signerai pas. Je signerai pas parce que j'avais l'impression que la vie c'était pas que ça, que j'avais d'autres choses à accomplir aussi, et que peut-être j'allais arriver à un âge où j'allais me dire mince, c'est trop tard. Et j'ai horreur de ça, j'ai horreur du c'est trop tard en fait. Je sais que dans la vie c'est trop tard pour tout. Ça c'est un constat qu'il faut avoir en permanence. C'est qu'un jour c'est trop tard pour tout. C'est trop tard pour porter ma fille sur les épaules alors qu'elle a maintenant 18 ans. C'est trop tard. Donc lorsqu'on me disait plus tard, continue chez les pros, tu feras ça plus tard, c'est faux. C'était totalement faux. Donc j'ai dit non, je suis allé voir Marc et je lui ai expliqué. Il a très bien compris. Il a ouvert une bouteille de champagne. J'en ai pas bu un verre parce que j'ai jamais bu du goût d'alcool de ma vie, mais voilà, il a ouvert une bouteille de champagne et il a dit qu'il avait jamais entendu ça de sa vie. Et donc ma carrière professionnelle cycliste s'est arrêtée. Mais ensuite j'avais beaucoup d'envie, d'abord de toujours continuer le sport, hein, donc le mot retraite sportive, tout ça, ça me parle pas, ça me parlait toujours pas. Donc, mais j'avais envie de me stabiliser, de trouver un métier, non pas un travail, mais un métier. Je voulais quelque chose qui me plaise, dans lequel je m'épanouisse, et j'ai l'impression d'être un acteur. Donc, j'ai essayé de trouver un métier, et puis ensuite, je me suis dit, je vais imaginer aussi d'autres défis, d'ouvrir d'autres portes en fait dans ma vie sportive. Comme dans ma vie en général, c'est un petit peu une image que j'ai, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des voies. Voilà, moi j'aime bien, c'est pas que je réfute la monotonie, parce que la monotonie, on l'a tous, le travail, c'est une forme de monotonie, c'est quand même grosso modo du lundi au vendredi pour tout le monde. Donc, mais j'aime bien faire des choses nouvelles, donc ça c'était une décision qui était en tout cas nouvelle. Donc je suis rentré à la direction des sports de la ville de Meaux et du Pays de Meaux, dans lequel je m'épanouis pleinement, bien sûr, mais j'ai aussi une responsabilité plus particulière sur les événements sportifs. Les événements sportifs, les associations. Donc en fait, je suis resté dans un monde qui me plaît, un monde à double volet, je dirais. Le premier volet, c'est d'être auprès de l'événementiel, donc ça me plaît. Et l'autre chose, c'est d'être au contact de l'humain, parce que moi, j'aime l'humain, j'aime parler aux gens, j'aime les émotions, j'aime ressentir, j'aime lire dans les yeux. Donc voilà, j'aime rendre service. Donc je trouvais que c'était vraiment un milieu qui me plaisait, de pouvoir être au contact du bénévolat. C'est 10 000 licenciés à Meaux, donc c'est une ville qui est très très dynamique sportivement parlant, et donc ça me plaisait. Donc en fait, j'ai trouvé le métier qui me convient parfaitement, dans lequel je m'épanouis. Et ensuite, je me suis tourné vers d'autres défis à vélo, et puis ensuite progressivement à pied, parce que voilà, je continue juste de développer sur ça. Le 3 juin 2008, j'ai eu un accident à vélo, quintuple fracture ouverte, tibia péroné. Donc, depuis ce jour-là, j'ai appris ce que voulait dire l'expression ça fait mal. Je dis souvent ouais, mais ça fait pas une quintuple fracture tibia péroné quand même. Tu n'avais jamais Ah connu ouais, une ça chute fait. comme celle-ci, Ah même dans toute non, ta carrière pro. ah non, non, ah non, mais ça fait mal, hein. Ah, une quintuple fracture ouverte tibia péroné, ça fait mal. J'ai eu le pied à l'envers. Alors c'était très drôle, enfin très drôle, non, c'est pas très drôle, mais en fait, bon après c'est philosophiquement parlant, moi j'aime bien qu'il y ait un événement
à la fin je puisse dire grâce et pas à cause. C'est comme ça pour tout dans ma vie. Tout, j'ai du mal avec le à cause, j'ai du mal avec les problèmes, j'ai du mal avec les conflits, voilà. Donc il faut toujours que ça devienne grâce. Et donc, j'avais à l'image la fracture ouverte de Djibril Cissé en 2006, où il s'était vraiment retourné les pieds, les images avaient fait le tour du monde. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose. J'ai essayé de me relever parce que c'est un peu des valeurs cyclistes, je dirais. Hein. On tombe, tac, on essaie de se relever, et là, mon pied était à l'envers, en fait, si tu veux. C'est comme si je repartais dans l'autre sens, mais avec le pied partait en marche arrière et j'étais en marche avant. Et donc, aussitôt, je me suis rallongé et j'ai compris. Et donc, ça a été. Et là, il se passe un déclic dans ma vie. Parce que je passe tous les détails. Mais je suis. Un détail quand même important. Je suis sous morphine et je suis sur mon lit d'hôpital. Et le chirurgien qui va m'opérer convoque ma femme, Stéphanie, qui est enceinte de 2 mois, pour la petite anecdote. Et moi, je comate. Il pense que je dors, mais je dors pas, en fait. Je suis juste dans le coma. Enfin, je suis nauséeux, quoi. Et il dit à ma femme, je l'entends distinctement, écoutez, je pense qu'il arrivera à remarcher, ça on va y arriver. Par contre, il pourra pas refaire du sport, ça c'est pas possible. Mais après, il y a tout un tas de spécialistes, de psychologues qui seront là pour l'aider, pour vous accompagner, madame. Et voilà, donc ça ne vous en faites pas, mais refaire du sport, ça il pourra pas. Et là, ça a été un déclic. Là, je me suis dit, Coco, c'est pas possible ça. Ça c'est impossible. Je pouvais pas le 2 juin faire du sport, le 3 juin midi faire du sport, et le 3 juin au soir, qu'on me dise, c'était impossible. Et toute ma rééducation a été dictée sur le fait de lui donner tort. Je le détestais pas, mais je n'ai pensé qu'à lui. Qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, qu'à dire, tu vas avoir tort. Parce que c'est pas possible, en fait. Ce que tu dis là, c'est impossible. Combien de temps elle a duré, Eric, cette rééducation? Elle a duré 6 mois. Elle a duré 6 mois, 3 mois avec un fixateur externe 9 broches. Pour te faire un parallèle, je dirais que c'est un peu l'équivalent d'un séchoir avec des tiges métalliques qui traversaient ma jambe de part en part. La peau repoussait autour, un peu comme un arbre en fait. Donc c'était vilain humainement, enfin à regarder. Mais j'ai appris à l'aimer, ce truc. Et en fait, c'était mon ami. Je l'aimais parce qu'il était là pour m'aider. Et donc voilà, j'en ai presque encore de l'émotion parce que je l'aimais vraiment. Et donc j'ai appris à me battre avec ça et j'ai refait du vélo 4 mois et demi après et j'ai recouru 5 mois ou 5 mois et demi après sur la corrida d'ici le Moulineau. Je boitais mais j'ai recouru et je savais que l'issue était proche. Et là, il y avait une épreuve élite, donc une épreuve élite amateur, le plus haut niveau amateur, première course de l'année en février. Donc ça fait 9 mois que j'ai pas couru. J'ai pas fait de course cycliste et je m'inscris. Et là, je me dis, l'histoire, elle est belle que si tu gagnes la course. Et là, tu boucles la boucle. Et la veille de la course, j'ai fait du derrière voiture, de l'intensité, en fait, avec mon père qui conduisait la voiture. Et j'ai dit, papa, tu vois, demain, j'attaque ici, là. Dernier tour, j'attaque ici, et paf, je gagne, c'est plié, quoi. Il me dit, déjà, termine la course et tout. J'ai dit, ok, mais je gagne la course demain. Et lorsque je suis allé au Dossa, Sébastien, c'est la seule épreuve où j'ai regardé tout le monde et j'étais sûr de gagner. J'étais sûr de... j'étais dopé, en fait. J'étais dopé mentalement parlant. J'étais sûr de gagner. Je suis revenu dans l'échappée, tout le monde était sorti, moi je suis rentré le dernier. Au dernier tour, j'ai attaqué au même endroit que j'avais prévu. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y en a un autre qui me rejoigne. Et donc on arrive à 2 au sprint. J'ai jamais gagné un sprint de ma vie. Mais là, c'était pas possible. En fait, ce type, il pouvait pas gagner la course. Enfin mince, quand même, ça fait 9 mois que je me bats et tout. Et j'ai gagné la course au sprint. J'ai à peine eu de l'émotion à l'arrivée. J'avais juste eu l'impression d'avoir fait le taf, en fait. Et depuis ce jour-là, je sais que c'est possible quand même. Quand on me dit c'est possible, hein, regarde, moi j'ai fait, hein, c'est possible. Je vais pas dire que tout est possible, mais le pouvoir du mental, il est extraordinaire, extraordinaire dans tout, pour tout. Il est extraordinaire en fait. La vie est une, comment te dire, je pense que tout est lecture. Tu vois ce que je veux dire? C'est une lecture en fait. La nouvelle. Là, je dévie un peu. Tu vas me dire, je parle beaucoup, hein, peut-être, mais Non, mais tu as la parole, hein. Je te l'ai dit en off. Tu super, es l'invité, génial. tu peux détailler tes réponses. On reviendra après sur Ah, d'autres sujets, mais je te laisse avancer. alors, voilà, je voulais dire à chacun des auditeurs de ton excellent podcast que lorsqu'une nouvelle arrive, lorsqu'une nouvelle vous parvient, elle est quoi? Elle est une nouvelle. Point.
Ensuite, tu la classes. Elle est bonne ou elle est mauvaise? Mais à la base, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas encore une mauvaise nouvelle. Non, c'est une nouvelle. Maintenant, elle est bonne ou elle est mauvaise? J'en suis un bon témoin. Il y a 2 jours, j'ai cassé ma voiture. Mais quand je te dis cassé, j'ai cassé ma voiture. Panne de voiture. On m'annonce là les réparations, on me les a annoncées hier. Elle est morte, ma voiture. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde. Donc, on se lance là sur des. Mais en fait, grâce à ça, je vais avoir une nouvelle voiture. Enfin, c'est chouette au final. C'est une belle nouvelle dans la vie. Et puis voilà. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? T'en fais quoi? T'as une nouvelle, colonne de droite, la réponse. Colonne de gauche, la nouvelle. Tac. Voiture cassée. Colonne de droite. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà. Et donc, lorsque j'ai eu mon accident, j'ai mon accident. Bam. C'est pas une bonne nouvelle en soi. C'est une nouvelle. Je dis pas, je suis pas oui, oui. Donc, quand on me dit, ouais, mais bon, non, j'idéalise pas. Je dis pas que c'est une bonne nouvelle. Je dis, c'est une nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que tu mets dans la colonne de droite? C'est ça le plus important finalement. C'est dans la colonne de droite. J'ai mis des choses en place. Je me suis entouré. Et j'ai fait que 15 ans plus tard, eh bien, je fais du vélo. J'ai fait beaucoup de choses à vélo, beaucoup de choses à pied. Ok, j'ai toujours j'ai un pied qui rentre, tu sais, j'ai un pied rentrant parce que bon, ils n'ont pas pu tout remettre finalement, ils n'ont pas tout remis vraiment dans les bonnes cases, ils n'ont pas réussi à tout remettre dans les bonnes cases, donc j'ai le pied qui rentre un peu. Et finalement, ce pied-là, je l'aime en fait, c'est la plus belle. Moi, je dis souvent, c'est la plus belle partie de mon corps. J'ai une cicatrice qui est assez violente quand même sur la jambe, mais j'adore. Je trouve que c'est trop beau en fait. C'est la plus belle partie de mon corps. Et lorsque des fois, je vais pas dire qu'on se moque, mais on me regarde, je vois bien les yeux qui se fixent sur mon pied qui est tordu. Mais moi, je trouve ça génial, en fait. Comme je dis, des fois, je l'ai dit pas plus tard que dimanche dernier sur une épreuve. Tu connais pas mon histoire, en fait. Tu connais pas mon histoire. Tu sais pas que ça, en fait, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Moi, le pied rentrant, je kiffe. C'est ma jambe gauche est la plus belle partie de mon corps. C'est-à-dire que dans un peloton, au loin, on sait que tu arrives. C'est ta marque de fabrique, en fait. Le pied rentrant. Ah, oui, à vélo, non, mais à pied, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai le pied qui rentre un petit peu, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, je vais même aller, je vais faire une confidence un peu dans la caricature, mais ça peut expliquer que je chute peut-être 4 ou 5 fois sur un ultra trail parce qu'une racine, parce que quelque chose comme ça. Du coup, moi, je vais pas le pied, il va pas la sauter. Voilà, des fois, bim, ça va tomber. Alors, j'ai pas le pied non plus qui rentre à 90 degrés. Hein. Je préviens les auditeurs. Hein, vous imaginez pas que je suis, mais légèrement, il est légèrement déformé. Mais voilà, c'est mon histoire, c'est ma vie. Je trouve que ouais, et je suis enrichi de ça. Et je pense que dans la vie, savoir connaître, c'est super en fait. Moi, je sais ce que c'est. J'ai appris des tas de choses sur mon accident. Et savoir dans la vie, c'est une sacrée chance quand même, quoi. Voilà. Pas parler à travers, mais savoir de quoi on parle. Voilà, je sais. Donc je sais ce qui fait mal, et ça fait mal. Voilà. C'était pour revenir au point de départ. Voilà. De ton vécu, Eric, tu disais avoir grandi dans un quartier populaire. Est-ce que ta force mentale, ta volonté d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de monter des projets, est-ce que ça vient de là? En tout cas, j'ai été élevé dans des valeurs qui m'ont beaucoup appris parce que rétrospectivement parlant, je me dis, on était mes parents qui sont toujours des supporters de ma vie en général, de la vie de notre famille, de mes enfants, de Stéphanie, de tout ça, de nous, mais aussi de tout ce que je fais dans le sport. Je m'aperçois qu'ils ont fait quand même des sacrifices pour nous. Et donc ça m'a quand même montré un peu un certain chemin. Et puis le vélo apprend quand même le dépassement de soi, mais aussi le respect du matériel, des habits, tout ça, ça coûte cher, un casque, tout ça, ça coûte cher. Et en fait, lorsque les copains le soir parfois ressortaient, pas forcément pour faire des bêtises, mais en tout cas traîner un petit peu, tout ça. Moi, j'étais plus quand même. Le vélo, c'était un peu mon gardien, quoi. Voilà, mon vélo me disait des fois, bah sors pas, demain on va ensemble, quoi. Donc oui, oui, mais par contre, j'ai appris dans des quartiers populaires la mixité, j'ai appris l'entraide, on a appris à jouer de rien. Enfin, c'était super. Et mes parents habitent toujours ce quartier-là. Et moi, je travaille à Meaux et ce quartier-là est à Meaux. Et je dis toujours, c'est chez moi en fait. Moi, je peux y passer à 3 heures du matin, alors qu'il s'y passe des choses pas toujours très claires, mais comme dans tous les quartiers populaires de France. Mais
moi, je me suis bien en fait. J'aime les gens déjà, donc j'ai le bonjour facile. Je suis bonne patte. Je dis bonjour, bonjour, merci et s'il vous plaît des tas de fois à des gens. Donc moi, je dis bonjour à tout le monde dans le quartier et les gens ils me connaissent aussi. Enfin, voilà, ouais, le quartier populaire, vivre dans un quartier populaire, ça m'a beaucoup appris sur la vie en général et ça m'a appris aussi à me réjouir plutôt que de me contenter en fait. Voilà, je trouve que dans la vie, c'est pareil aussi, Sébastien. À mon avis, on se contente un peu trop souvent, voilà. Mais on se réjouit de certains trucs. Enfin, tu vois, mince, on part qu'une semaine en vacances et les copains ils partent 2 semaines. Mais réjouis-toi déjà de ça en fait. Voilà, à- on a toujours l'impression qu'il manque un truc en fait. Un jour, ça ira mieux quand on aura ça, et puis là, on aura ça. Tu vois, on va avoir une voiture neuve. Tiens, ah bah ça va changer quelque chose, mais ça va rien changer en fait dans ma vie. Il manque parce qu'après on va me dire ah ouais, mais du coup elle pourrait être avec une boîte automatique. Ah oui, bon bah voilà. Après elle pourrait être. Il manque. Non, moi je réfute un peu ce truc. Il manque toujours un truc dans la vie pour être heureux quoi. Moi j'essaie. Hein, je suis comme tout le monde. Des fois ça va pas, des fois ça coince. Des fois je suis pas oui oui encore une fois, mais au maximum, je me réjouis plutôt que de me contenter. Et je trouve que mentalement, c'est énorme. Et dans les quartiers populaires, j'ai appris à me réjouir. On se réjouissait, voilà, plutôt que de se contenter. Bah oui, on n'était pas dans un pavillon, mais voilà, on vivait de pas grand-chose, quoi. Voilà. Et puis les murs sont pas épais dans les appartements. On entendait ce que faisaient les voisins. Enfin voilà, voilà. J'ai appris à me réjouir. Ça, je trouve que ce sont des éléments de langage très importants à avoir, et c'est des valeurs que j'essaie d'apprendre à mes enfants, voilà. Alors, c'est bien déjà comme on a, voilà, ça peut être mieux encore, on peut, mais quand est-ce qu'à un moment, si tu veux dans la vie, quand est-ce qu'à un moment ça suffit, tu vois, c'est un petit peu comme dans une maison. Tu as une maison, puis après on pourrait avoir une véranda. Ah, puis tiens, puis on pourrait changer les volets, hein. Puis après on pourrait changer les fenêtres, puis après on pourrait. Mais quand est-ce que à un moment on se pose et on se dit, ah ça va, elle est chouette quand même cette maison, quoi. C'est vrai, bon, elle pourrait être mieux, mais elle pourrait être moins bien quand même. Bon, ça va. À un moment, elle est chouette cette maison. Bon bah maintenant on va partir sur autre chose. Voilà, moi, ça me rend pas plus heureux d'avoir des volets roulants, ça me rend pas plus, enfin voilà. La maison, elle est propre, notre maison, elle est propre, c'est carré, voilà, ça suffit. Après, ça peut être mieux. Peut-être le voisin à côté, c'est mieux. Eh ben, écoute, chouette, c'est chouette. C'est même pas tant mieux pour lui en fait. C'est chouette. Eh ben, je suis content. Voilà. Est-ce que pour l'activité vélo, ce sport que tu as choisi étant plus jeune, c'était exactement la même chose? Tu t'es réjoui d'avoir ton premier vélo, de gagner ta première course, et ensuite c'est allé crescendo pour aller tutoyer donc le sport de haut niveau. Comment c'est venu dans ta vie? Pourquoi pas un autre sport? Pourquoi pas le football, qu'on pratique peut-être un peu plus dans les quartiers populaires? Qu'est-ce qui a guidé ton choix? Bah, deux choses déjà, hein, c'est que mon père a fait du vélo étant plus jeune et donc il nous a vite montré ou amené un petit peu le vélo dans l'appartement. On parlait Tour de France, on regardait Bernard Hinault, Laurent Fignon, voilà, c'était un petit peu, c'était des sujets de discussion. Dans la famille aussi, mes grands-parents pareil, et puis après mon grand frère faisait du vélo. Lui, il a commencé plus tôt que moi, puisqu'il est de 4 ans mon aîné. Donc, j'allais le voir, et puis ça m'a vite donné envie. Et puis l'autre chose, c'est que j'aimais la liberté, en fait. J'ai toujours aimé, je dirais, m'échapper. Et je trouvais que le vélo, c'était une forme d'évasion en fait. Je m'échappais pas bien loin puisque j'étais petit, mais je m'échappais dans les allées entre les bâtiments et puis je partais jusqu'au supermarché. J'allais à vélo en fait. C'était l'évasion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Il m'arrive encore maintenant de partir faire du vélo et de rentrer et d'avoir sur un terrain plat 24 de moyenne. Alors bon, ça va parler à des connaisseurs qui vont dire là là, c'est très faible. Oui, c'est vrai, c'est très faible. Mais en fait, des fois, je fais du vélo juste pour. Je vais me balader, en fait. Je vais m'évader, je m'échappe. J'ai une idée en tête, j'ai un problème, je rentre avec la solution, au prix d'avoir été faire 1 heure et demie de vélo. Le vélo, c'est un voyage, en fait. C'est pas. Donc, très jeune, j'ai eu ce goût-là. Et j'ai commencé les échelons très tôt, à 7 ans. Et puis, c'est vrai que j'étais un peu doué, entre guillemets. J'ai remporté beaucoup de courses étant jeune. Mais j'ai quand même un défaut, j'avais un défaut, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que j'allais pas vite au sprint. Donc, dans les catégories jeunes, ça arrive quand même souvent au sprint.
Et moi, j'étais pas talentueux, je l'ai jamais été sur ça, bon, pour diverses raisons, aussi ma faute parce que j'ai jamais trop travaillé ça. J'ai toujours été plus inspiré par les côtes, on va dire. Et donc, mais grâce à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure et non pas à cause, grâce à ça, j'ai appris à être imaginatif. Je me suis dit, écoute, au sprint, tu gagneras jamais. Donc maintenant, il faut être imaginatif. Pour gagner, il faut être imaginatif. Donc il faut attaquer, il faut imaginer avant le virage, le dernier kilomètre. Mais donc très tôt, très jeune, je suis un peu sorti des sentiers battus parce que je gagnais déjà toutes mes courses en solitaire et je les gagnais au prix de techniques ou de tactiques un peu imaginatives. Voilà, j'avais 14 ans, je faisais déjà le dernier kilomètre, j'attaquais au dernier kilomètre, j'attaquais avant un virage, j'attaquais 20 fois avant de partir. Et puis à un moment, je pense qu'ils me laissaient partir parce qu'ils en avaient marre d'avoir un jeune qui attaque tout le temps comme ça. Donc j'ai appris vite à être imaginatif et à être un peu sortir un peu de l'ordinaire. Donc ça m'a jamais quitté. Peut-être même dans la vie, c'est peut-être un trait de caractère. Et donc voilà, j'ai fait mon adolescence et mon début d'année, mes premières années d'adulte, pardon, avec la passion du vélo chevillé au corps. Ouais, ouais. Alors après, comment tu en as fait ton métier? Parce que tu parlais tout à l'heure que le fait d'être cycliste professionnel, c'est un métier. Quelles sont les caractéristiques de ce métier, les exigences, les sacrifices, si on peut parler ainsi? Bah, je dirais pour pas non plus trop abonder, pour pas non plus trop creuser et prendre trop de temps peut-être sur le sujet, je dirais que oui, il y a une grande différence quand on passe professionnel, c'est que c'est plus notre sport, c'est notre métier. Ça veut dire qu'on répond déjà à une logique d'entreprise. Alors, ce sont des mots peut-être qui choquent, c'est peut-être antinomique tout ça, mais c'est vrai, on répond à une logique d'entreprise on est payé pour faire un métier, un travail. Je vais te donner un exemple tout simple. Sur certaines épreuves, j'avais pas le droit de gagner la course, je veux dire, d'imaginer la gagner en fait. J'étais pas payé pour ça. Tu es payé aujourd'hui pour rouler 150 km et protéger Stuart O'Grady, protéger Philippe Gilbert, protéger Christophe Moreau. Et après, Eric, tu abandonnes au kilomètre 152. Voilà, il y a une voiture qui t'attendra, tu abandonnes au kilomètre 152. Donc tu prends le départ de la course et tu sais déjà, un, que tu vas pas la gagner, deux, tu vas rien mettre en place pour essayer au moins de te montrer, de t'échapper, et trois, qu'au kilomètre 152, une voiture t'attend et tu rentres à l'hôtel avant même l'arrivée, tu regarderas la fin de la course à la télé. Donc ça, c'est aussi une autre. Lorsque parfois les supporters me disaient, bah, j'espère que tu vas faire un bon résultat là bientôt. Ça dépend ce que t'entends par ça en fait. Non, je vais pas faire un bon résultat. Je te le dis tout de suite. Je suis pas payé pour ça. Donc ça, faut quand même le conscientiser. C'est un métier. C'est donc on répond à une autre logique. Donc j'ai pas eu j'avais pas de problème avec ça. Je me suis très bien fait du monde professionnel. Mais malgré tout, la notion de dépassement de soi, elle devient différente aussi. On répond à une autre logique. Donc c'était à mi-chemin entre la frustration des fois et puis un peu la déception de dire ah mince, il y a une ouverture là. Je pense aujourd'hui j'aurais pu essayer d'aller jouer dans l'échappée. Ben non, t'avais pas le droit en fait. T'as pas le droit de t'échapper. Si tu avais tenté, par exemple, de sortir et de ne pas respecter le contrat qui était fixé, tu risquais quoi? Ta place dans l'équipe, le fait de ne pas prendre part à la prochaine course? Ben, tu respectes pas le briefing. Donc après, c'est aussi ton leader qui peut avoir des mots contre toi. Et donc du coup après, bah tu es plus dans les bons coups pour faire des bonnes épreuves. Et puis après, tu vas pas forcément aller dans des bons stages. Et puis après, c'est un esprit d'équipe malgré tout. Hein. C'est un peu familial en ce sens. On est une trentaine dans l'équipe, plusieurs nationalités. Donc après, ça va vite se savoir. Et puis on va dire, bon, tu sais, Eric, laisse tomber, c'est vraiment pas un bon équipier. Il fait ci, il fait ça va pas le faire. Donc voilà. Après les directeurs sportifs, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, tu réponds pas à la consigne. Donc je dirais, c'est encore une fois comme dans une entreprise, hein, à l'heure du bilan, à l'heure de ton évaluation, bah t'as pas répondu à l'entreprise. Mais après, il y a quelque chose qui reste pour toi. En tout cas, peut-être maintenant c'est un peu moins présent parce que le cyclisme moderne, c'est encore moderne. Le mien n'est pas si vieux que ça, mais le cyclisme de 2023, c'est encore plus modernisé, je dirais. Mais à notre époque, il restait encore peut-être quelque chose. C'est l'instinct, c'est le feeling. Et ça, je l'avais. Alors je l'avais grâce, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, à mes jeunes années. Et ça m'a jamais quitté. Des fois, j'ai l'intuition. Je l'ai dans la vie de tous les jours encore. Des fois, je sais pas, je le sens. Une personne,
j'ai l'intuition qu'elle est bonne, qu'elle a des valeurs. Des fois, je me trompe, mais en tout cas, j'aime jouer à ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai gagné une étape de l'Étoile de Bessèges. On était échappés et on était 6 ou 7 échappés. Il y avait Sylvain Chavanel qui était dedans, dans l'échappée, qui était le grand favori de l'étape. Et on arrive dans un col à 50 km de l'arrivée. Et là, je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas pourquoi. C'est un réflexe, ça dure un quart de seconde. Bam, j'attaque. Et là, j'entends dans l'oreillette Marc Maillot qui dit au loin, il n'avait pas dû voir le numéro de dossard, enfin, Radio Tour ne l'avait pas annoncé. Il dit je vois un maillot blanc qui attaque, je sais pas si c'est toi Eric, mais surtout tu fais pas ça, c'est interdit, surtout tu fais pas ça. Et là j'ai retiré l'oreillette, je l'ai débranché parce que j'avais l'intuition, j'avais le feeling, je sais pas, je sentais que c'était le bon truc et j'ai gagné la course. Et Marc à l'arrivée il m'a dit je me suis trompé, excuse-moi, je me suis trompé. Ça veut dire qu'à un moment il y a toujours toi en fait, attention, attention à tout ce qu'on peut te dire, attention à et pour faire un parallèle, pour revenir à des choses plus terre à terre et qui ramènent un peu plus au podcast à côté de mes pompes. Attention parfois au plan d'entraînement. Attention à aujourd'hui, il faut faire. Il y a ton feeling à toi. Comment toi tu sens le truc? Comment toi tu le vois l'affaire? On peut avoir tous les plans, tous les coachs. On est à l'heure des coachs maintenant. Enfin, maintenant, on a un coach pour tout. On a un coach pour faire 1 heure sur 10 kilomètres, quoi. Mais toi, comment tu vois la chose? Moi, je suis quelques petits sportifs petits ou même grands sportifs, enfin grands par les valeurs en tout cas. Et souvent ils me disent voilà qu'est-ce que je fais demain par exemple. Je lui dis mais toi comment tu le sens? Tu ferais quoi toi? Dis-moi toi. Parce que parce que toi tu sais si ce soir tu t'es engueulé avec ta femme. Tu sais si ce soir toi t'es fatigué. Tu sais si aujourd'hui tu as des erreurs d'estomac. Comment toi tu sens l'affaire? Enfin revenons un peu, soyons un peu acteurs en fait. On est dans une société où parfois on commence un peu trop à pas être acteur en fait. Ça va pas, ça. Bah bouge les lignes, mon grand. Je sais pas, ça va plus. Eh ben, fais, bouge, casse les codes, casse les murs, fais quelque chose. Comment toi, qu'est-ce que tu ferais? Dis-moi. Et bien souvent, on est raccord en plus. Il dit quelque chose et je dis ouais, c'est une bonne idée en fait. C'est vrai. Ouais, t'as raison, c'est bien ça. Bah ouais, parce que ce soir, tu sais, mes gamins ils sont malades, ça fait 2 jours que. Ben voilà. Mais ça, le plan d'entraînement, il va pas te le dire. Ben voilà, dis-le moi. Ça fait 2 jours que tu dors pas bien. Bah fais pas d'intensité demain, Bruno. Voyons, fais pas ça, puisque ça fait 2 jours que tu dors pas. Et moi, je peux pas le savoir. Dis-moi ça. C'est toi qui dois sentir l'affaire. Et dans nos vies, il faut sentir l'affaire. Faut être acteur en fait. Et j'ai beaucoup appris aussi grâce au sport à avoir ce côté-là. Et toi, comment tu sens le truc? Voilà. Comme tu l'as senti au moment de raccrocher le vélo, raccrocher le casque, tu t'es dit j'ai tourné la page. Le fait d'avoir été pro, bon, tu avais gagné des courses, tu avais participé à de beaux championnats. Pour toi, tu avais d'autres horizons à découvrir, et c'est le cas aujourd'hui en course à pied. Oui, c'est ça. Fin 2006, lorsqu'on m'a proposé cette prolongation de contrat et ce doublement, enfin voilà, une vie sans doute euh, plus, euh, plus riche au sens premier du terme d'ailleurs sur les premières, sur les 2 années suivantes. J'ai réfléchi et j'avais l'intuition que j'allais aller trop loin et qu'à un moment, ça allait être trop tard pour certaines choses. Ça allait être trop tard pour construire ma vie, pour voilà ma fille. En fait, c'est parfois un reproche que je peux me faire à moi. C'est que j'ai un peu envie de tout faire. Non pas de tout faire en étant à l'opposé, et c'est pas vraiment opposé les choses, mais j'aime faire beaucoup de choses en même temps. Et, et, et ma fille, qui était née en 2004, elle avait 2 ans et demi et je l'avais pas beaucoup vue parce que lorsqu'on est pro, il faut savoir qu'on part à peu près un jour sur deux en moyenne de chez soi. Donc ça représente à peu près 150 jours partis de chez soi. Donc je l'avais pas vu grandir, j'étais pas là j'ai assisté à l'accouchement, là je rentre un peu dans l'intime et après je suis parti en stage. Donc j'ai pas vu les premiers jours, j'ai pas vu la sortie de maternité. Elle a été malade 3 semaines à l'hôpital, bronchiolite, j'étais pas là, j'étais en Malaisie autour de Langkawi. Donc j'avais quand même l'impression que il me manquait un petit peu des trucs, que voilà, qu'il me manquait des choses. Et puis après, il y avait aussi l'envie du métier, je l'ai dit, mais il y avait aussi l'envie, je sais pas, de faire construire une maison. J'avais un petit peu ce doux rêve-là de dire tiens, j'aimerais bien avoir une maison, faire construire une maison. On en avait parlé un peu avec Stéphanie, d'avoir un peu une maison et tout.
Bon, ben, quand on est pro, c'est compliqué parce que moi, j'avais pas un salaire de fou. Enfin, j'avais un bon salaire remis maintenant, mais je veux dire, dans le monde professionnel, on s'attendait sans doute à ce que je touche encore davantage que ça. Et lorsque tu vas voir, là, c'est très terre à terre, hein, mais lorsque tu vas voir une banque et que tu dis, tu es cycliste pro, c'est des contrats de 2 ans, hein, donc ça fait pas un emprunt, tout ça. Et puis je m'étais dit la reconversion, c'est un sujet aussi parce que moi je voulais pas me retrouver, je sais pas, voilà, il y a pas de saut métier, mais voilà, il y a certains métiers que je voudrais pas les citer pour pas froisser ou quoi que ce soit, mais il y a certains métiers que je voulais pas faire. Et puis je me suis vite rendu compte que lorsqu'on allait, on démarchait un peu dans le milieu du travail et qu'on disait j'ai été coureur cycliste professionnel, le patron il me dit oui et donc mais à part ça vous avez fait quoi comme métier? Parce que c'est rien comme métier d'avoir été coureur cycliste professionnel, ça vous permet de oui, ça veut dire que vous savez faire du vélo, monsieur. Donc moi je voulais développer d'autres valeurs. Donc et j'ai dit oui, j'étais coureur cycliste professionnel, mais je sais faire ça, j'ai fait ça, j'ai développé des choses, j'avais développé un peu une petite association en parallèle, j'essayais d'être un peu solidaire de certaines causes. Voilà, j'avais un peu imaginé, j'ai toujours aimé un peu les gens. Donc voilà, le milieu pro, merci, ça m'allait très bien, mais je voulais faire autre chose. Donc j'avais un peu cette intuition et grâce à certaines ouvertures, à certaines personnes, à l'abnégation d'autres, à la confiance d'autres aussi, et à ma bonne étoile, parce que j'ai toujours pensé que j'avais de la chance dans ma vie, ou du moins que j'avais la bonne étoile, que j'allais la chercher, que je provoquais les choses. Je me suis dit, bah, je vais démarcher, je vais construire autre chose. Et j'ai réussi à construire autre chose. Et grâce à la fin de ma carrière pro anticipée par rapport à la norme, ben, j'ai pu vivre des tas de situations. Et jamais, parce que ça peut être une question, jamais, jamais, jamais j'ai regretté. Jamais je me suis dit, ah, Vous me t'aurais l'a pu ôté de faire la des autres bouche, là, trucs. la question. Ben oui, jamais, jamais, jamais. Il faut savoir que Marc, par exemple, m'avait dit, bah, le Tour de France l'année prochaine, bien sûr, tu seras dans l'équipe du Tour, etc. Jamais. J'avais déjà fait le Tour d'Espagne, j'ai fait, je sais pas, du monde, j'ai fait des grands tours, hein, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Enfin voilà, il me manquait le Tour de France en tant qu'acteur. J'avais été remplaçant, mais pas acteur. Mais non, jamais, 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 parce que je me dis, si tu avais fait ça, tu n'aurais pas connu ça. Si tu n'avais pas connu ça, tu n'aurais pas fait ça. Enfin, en fait, c'est des pièces de puzzle qui s'imbriquent. Si j'avais pas eu mon accident, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas. Donc, grâce à mon accident, j'ai fait ci, j'ai fait ça, si j'ai fait ça. Donc, jamais, jamais, jamais. Juste, peut-être j'aurais eu un peu plus d'argent sur 2 années plus, mais du coup, j'aurais acheté une voiture plus chère. Donc, du coup, j'aurais tout flambé, en fait. Enfin, on peut refaire la vie. Donc, non, jamais, jamais. Et ça a été génial, en fait. Je suis parti du milieu pro fâché avec personne, aucune frustration, aucune animosité. J'ai été ensuite consultant sur Canal+ pendant plusieurs années et j'allais sur les courses avec Frédéric Brindel qui était le journaliste et tout le monde, j'étais copain avec tout le monde et voilà, j'ai lancé une opération de vente de maillots solidaires pour l'association Ella il y a quelques années et j'étais surpris de coureurs comme Philippe Gilbert, Torechov qui m'ont envoyé leurs maillots mais quelques jours plus tard et tout, et je me suis dit mince, t'as laissé une bonne image en fait, Eric. Et des fois d'ailleurs on me dit ça, on me dit t'as laissé une bonne image, t'es encore connu. Oui, je sais pas, pourtant j'ai pas gagné grand-chose, hein. J'ai pas été un grand coureur, j'étais un petit coureur professionnel, un peu comme dans le vélo de Guylain Lambert, hein, dans le film. Je veux dire, j'ai pas été un grand coureur pro, j'ai gagné 4 courses, 4 petites courses, mais peut-être on a l'image de d'un mec, voilà, voilà, qui a continué à faire du sport en fait. Moi, le vélo, moi j'aimais ça en fait. Moi, pro, c'était un sport avant tout, c'était ma catégorie en fait, c'était un métier, j'avais bien compris. Mais pour moi, c'était un sport, c'était mon sport, c'était chouette, je faisais du vélo, c'était chouette. Et lorsque j'ai arrêté, bah ouais, j'ai juste, j'étais plus dans cette catégorie-là en fait. Mais j'ai continué à faire du vélo et le vélo, je suis cycliste jusqu'à la fin, je pense, même si je fais de la course à pied. Moi, je suis un cycliste qui fait de la course à pied. Je suis pas du tout un coureur à pied. Et je le revendique, mais sans provocation, ni pour qu'on dise ah, arrête, Eric, c'est pas vrai, t'as vu les résultats que tu fais. Non, non, pas du tout. Je suis un cycliste qui fait de la course à pied. Vous seriez surpris du nombre de kilomètres que je fais par semaine parfois, hein. C'est dérisoire. Ça peut être parfois dérisoire. Non, moi, je fais le vélo. Le vélo, c'est mon. Steph me dit parfois c'est ton plus beau costume en fait. C'est comme ça que t'es le mieux sapé en fait. C'est quand t'es avec un cuissard à maillot, c'est comme ça que t'es le plus beau quoi. Donc, tu vas au travail en costume cuissard cycliste? Non mais ouais c'est mon truc en fait quoi. C'est ouais problème vélo solution. Voilà. C'est comme ça que se fait le cheminement d'une difficulté, pas forcément pas d'un problème, mais en tout cas d'une difficulté de vie. Difficulté
va faire du vélo et je rentre. Au moins j'ai l'apaisement, au moins j'ai le sens du discernement, au moins j'ai pris de la hauteur, j'ai mûri dans ma réflexion. Voilà, et ça, je pense que c'est plus fort que moi, en fait. Je peux pas dire, c'est palpable. Donc, c'est palpable pour mon entourage, c'est palpable pour tout le monde. Voilà, le vélo, c'était mon truc. Donc les années pro, génial, mais la vie, encore plus, la vie plus fort que tout. Ouais. Ouais. Alors, cette découverte avec la course à pied, elle s'est faite naturellement, la bascule du vélo vers les baskets aux pieds. On voit beaucoup de cyclistes, hein, que ce soit Thomas Vauclair, Sylvain Chamanel, Laurent Jalabert, que tu as dû croiser également dans les pelotons. Oui, Vinokourov également, je crois qu'il a participé au championnat du monde oui. Ironman. Ce sont des personnes qui aujourd'hui performent dans des disciplines pédestres. Comment, de ton côté, la course à pied est venue jusqu'à toi? De manière, je dirais, un peu inopportune. Hein. Ça s'est fait. Ma première course, je l'ai fait au lendemain du Tour de Lombardie en 2006, où la ville de Meaux organise un 10 km et je rentre le soir de Côme et je m'aligne sur le 10 km et je fais 36 minutes avec quelques, avec des baskets, avec mon t-shirt de la Française des Jeux. Enfin, je sais plus comment j'étais habillé, mais je me rappelle bien que j'avais le t-shirt de la Française des Jeux, le t-shirt coton de la Française des Jeux, de mon équipe professionnelle. Et donc là, voilà, je me suis dit, c'est plutôt sympa. Je trouvais qu'il y avait des valeurs de dépassement de soi, mais surtout une performance qui était personnelle. Euh, Lorsque tu fais une course cycliste, la première réaction qui va venir à l'esprit de ton supporter, ça va être tu finis combien en fait, tu fais combien. Et en course à pied, je trouvais que la grande différence, c'était waouh, t'as fait quoi. T'as fait le marathon, génial. C'est pas alors tu finis combien du marathon de Paris? Bah, je termine 8968e. En fait, on s'en fiche complètement de ta place au marathon de Paris. Complet, complet. Le classement, on s'en fout, complet. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était une grande différence. Et l'autre différence qui m'avait marqué, c'est que en course à pied, les derniers, c'est des héros. Il y a un profond respect pour les derniers. On trouve que c'est génial. Et à vélo, bah, t'es nul en fait. T'es dernier, t'es nul. T'es pas très fort, quoi. Vraiment, t'avances pas. Tu termines dans les derniers, quoi. Et en course à pied, c'est pas du tout le cas. Il y a tous les profils, et ça, ça m'a tout de suite heurté et ça a tout de suite matché. J'ai tout de suite eu la connexion sur ça. Ça correspondait peut-être aussi un peu à mes valeurs et tout. Ça m'a tout de suite plu et donc j'ai percé une course, deux courses, trois courses. J'ai eu quelques soucis d'adaptation musculaire, je dirais. J'ai cassé un peu, j'étais un petit peu le roi de la pommade, des petites tendinites, des choses comme ça, mais j'ai persévéré pour ça. Et puis aussi, je retrouvais le sentiment d'évasion dans la nature. Je retrouvais en fait beaucoup de valeurs qui me parlaient. Et puis j'ai petit à petit, chemin faisant, j'ai un peu agrandi la distance, quoi. Je suis parti sur des épreuves un peu. Cette quête de l'aventure, d'aller vers des distances beaucoup plus longues. Enfin, je vois des chronos sur 10, sur 20, sur semi, sur marathon, mais il y a aussi des échappées un petit peu plus longues sur des distances qui maintenant sont les tiennes, c'est-à-dire que tu bascules sur l'ultra et c'est ce côté aventure que tu retrouves à travers ce cheminement et de parcourir ces montagnes. Oui, c'est ça. La première partie, ça a été plutôt tourné vers la performance. Alors, la performance, c'est pas que maintenant je suis pas, je suis tourné vers le loisir, mais en tout cas, j'étais tourné sur le chrono. J'aimais ça, les épreuves de 10. J'ai fait 32 sur 10, 1,09 sur semi et 2,40 sur marathon. Donc, ça me plaisait, mais il y a un principe de vie qui me correspond bien. C'est un peu l'inconnu. L'inconnu m'attire. J'aime bien un peu le cap ou pas cap, l'inconnu, le truc un peu nouveau. Et j'ai commencé à prêter attention à des épreuves un peu plus longues, un peu plus aventureuses, un peu plus minimalistes. Et progressivement, je me suis tourné sur des épreuves un peu plus tourné vers ces engagements-là. Oui, c'est vrai, où j'ai trouvé d'autres d'autres valeurs, d'autres ambitions, d'autres formes d'entraînement aussi. Et puis peut-être aussi que ça correspond davantage à, euh, à la vie qui chemine en fait. Enfin, je veux dire, d'année en année, je grandis. Enfin, j'ai toujours un peu réfuté l'idée de vieillir. Je pense que je grandis en fait. Je suis plus grand, donc
plus on grandit et plus on a aussi envie de se tourner vers des épreuves. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai dit encore il y a 2, 3 jours à un proche, j'ai dit, je pense que la performance en tant que telle, elle me suffit pas en fait, elle me suffit plus. J'ai besoin de trouver autre chose dans une épreuve. J'ai besoin qu'il y ait une notion certainement un peu trop dur, certainement un peu trop long, une découverte d'une région, tiens, c'est l'occasion de ça, ou bien je reviens de blessure, ben, je vais aussitôt me fixer à une nouvelle épreuve progressivement. Enfin, il me faut autre chose que la performance pure. Et dans l'ultra, dans le très long, j'ai trouvé ça. Et puis, la dernière chose, c'est que l'ultra induit de faire aussi moins d'épreuves. Parce qu'on ne peut pas faire un 10 km toutes les semaines et puis basculer sur la Lyon-Saint-Élion la semaine d'après. Et j'ai trouvé que ça correspond aussi pas mal à mes envies, parfois d'aller m'entraîner, parfois de partager aussi des choses un peu avec mon fils, qui découvre aussi progressivement le sport et qui a des valeurs qui rappellent un peu les miennes. Donc, du coup, on se croise sur pas mal de choses. Et puis après, on a aussi des projets familiaux. Et donc, l'ultra permet de fixer au loin et d'emmener un petit peu tout le monde autour d'un projet commun et le jour J de le déguster, je dirais, de le vivre tous ensemble. Alors que courir chaque semaine, il y avait une forme de redondance qui petit à petit s'opposait un peu à ma vie. Alors je dis pas que je cours pas régulièrement encore, mais en tout cas j'ai moins cette idée de alors dimanche je recours où et de regarder sur internet où est la prochaine course dimanche prochain quoi. Voilà. Pour vivre autre chose en fait dans la vie, pour vivre d'autres formes, voilà, pour remplir d'autres cases que de faire ça en fait. Je baigne dans le sport et je m'entraîne presque tous les jours, hein, donc ça c'est pas je suis pas moi même pas du tout, hein, je suis vraiment connu, je fais du sport en fait, on m'appelle le sportif d'ailleurs, mais en tout cas j'aime faire d'autres choses dans la vie quoi. Voilà, il n'y a pas que d'aller courir et le dimanche quoi. Il y a d'autres formes de pratique et d'autres formes d'entraînement qui sont géniaux en fait quoi. Voilà. En même temps, tu es le directeur du service des sports, donc tu montres l'exemple. C'est Ah, pour ça que toute la ville de Meaux derrière va être drainée vers tes activités et ce que tu mets en place. alors oui, alors bon, je te reprends, mais c'est vrai que je suis pas le directeur des sports. Je suis en À la fait direction des sports. ouais, c'est ça, voilà. Je m'occupe plus particulièrement des événements sportifs, de la collectivité, mais aussi du monde associatif. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis baigné dans le bénévolat, je suis baigné dans les contraintes que peuvent avoir les associations, et puis lorsqu'on on organise des événements tous ensemble à la direction des sports et à la ville de Meaux, ben moi, j'ai une chose qui me guide, c'est d'essayer d'offrir un peu de bonheur aux gens. C'est la chose qui me guide dans les organisations associatives, parce que j'ai créé une association et je suis président d'une association et on organise pas mal d'événements, de projets sportifs. Mais j'ai toujours une chose en filigrane, c'est offrir un peu de bonheur aux gens. Tout le reste, le classement, finalement, c'est un prétexte. Des fois, je me dis un jour, le chronométrage, finalement, oui, mais c'est pas indispensable. C'est plus indispensable que mes bénévoles, ils soient souriants, qu'ils applaudissent tout le monde, qu'ils soient là même s'il pleut, qu'ils soient là. C'est ça qui compte en fait. Plus que de mettre un tapis qui permettra d'avoir le temps réel et non pas le temps de départ. Donc c'est une chose qui me guide, c'est d'offrir un peu de bonheur aux gens. Et donc j'essaie toujours que les événements, professionnellement ou bénévolement, euh, permettent d'offrir à l'élite et à la masse la même chose, à part égale. OK, l'élite. Des fois, je suis contacté par des coureurs de niveau, je dirais, national. Ils viennent. Je lui dis, il n'y a aucun problème, même pour qu'on favorise ton arrivée. Voilà, qu'on offre les conditions te permettant d'être au départ. Mais jamais au détriment de la masse. C'est-à-dire que jamais, toi, tu auras une mise en avant supérieure le jour J. Non, le jour J, on va accueillir le dernier, et je te préviens tout de suite, avec la même musique. La remise de prix, elle ne sera pas plus tôt parce que tu as un avion. Si tu es pas d'accord, tu viens pas, il n'y a pas de souci sur ça. Mais toujours l'élite et la masse à part égale. Et entre les deux, tu mets tout ce que tu veux, de bling bling, de musique, voilà, de crédibilité, je dirais. Au milieu, c'est la crédibilité. Devant l'élite, parce qu'il en faut, mais derrière la masse, parce qu'il en faut, parce qu'il faut des histoires. L'histoire, qui la raconte, qui la vit, c'est derrière. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sébastien, mais les épreuves deviennent des histoires quand il t'arrive des galères. Un truc ça s'est super bien passé, dis donc.
L'épreuve où j'ai fait 32 minutes sur 10 kilomètres, je ne saurais pas te la raconter. Mais l'épreuve où il m'est arrivé des galères pas possibles, mais ça, c'est une vraie histoire. Ça, j'en ris maintenant. Elle me fait rire, cette épreuve. Le 10 kilomètres en 32 minutes, il me fait pas rire, en fait. Des fois, je vois des épreuves, bah, en fait, les premiers, ils m'intéressent moins que les derniers. Et c'est pas faire injure, je veux dire, j'adore les premiers et tout, mais ils m'intéressent moins. Voilà. Et sur un podcast, puisqu'on va parler de podcast, eh ben, j'adore quand tu mets des fois en avant un anonyme, en fait, un mec qui va nous raconter que c'est pas facile, il prend le métro tous les jours, et puis l'entraînement, puis il s'est blessé, puis il a assisté, puis il était à un quart d'heure de la barrière horaire. Et ça, lui, il me fait rêver, lui, hein. Lui, il me fait rêver, vraiment, hein. Ben, le mec qui me dit qu'il s'entraîne 200 bandes par semaine, machin, voilà, j'ai oublié son prénom, mais Blanchard, qui est un mec qui m'a l'air très très gentil, qui m'a l'air, mais en fait, il m'inspire en rien. Ça m'inspire pas. Tu C'est te pas reconnais méchant de pas dire en ça, lui, hein. en fait. Non, non, ça m'inspire pas. Bah, je lui dis c'est son métier. Il est pro, je sais ce que c'est. Ah oui, t'es pro. Donc après, il est fort, il s'entraîne, machin, il s'entraîne 2 fois, il a ceci, il a ça. Bah oui, il est pro. Oui, ça m'inspire pas en fait. Et il a pas, voilà, ouais, il a rien qui me fait rêver. Par contre, le mec en galère et tout, ça me fait rêver. Moi, toi-même, des fois, quand tu racontes ce truc, ça me fait rêver, ça. Je me dis, waouh, c'est limite, ça m'inspire, limite, ça me donne envie d'aller m'entraîner. L'élite, ça m'inspire pas tant que ça. Moi, les courses pro, Tour de France, je regarde parce que c'est ma cam, mais ça me fait pas rêver en fait. Des fois, on me dit, c'est qui ton idole? Moi, je crois que mon idole, c'est mon fils dans le sport. Parce qu'il me fait, ça me fait rêver en fait. Les petits gamins, 14 ans et tout, ça me fait rêver. Mais après, les autres, moi, j'ai pas d'idole en fait. Même dans le sport en général, non, j'ai pas d'idole. Ou les idoles, c'est plutôt c'est le dernier de l'UTMB quoi. Lui, je suis fan quoi. Je suis trop fan de lui quoi. Ouais. Est-ce que, Eric, dans ton choix de course, pour ta programmation annuelle, voire un petit peu au-delà, hein, parce que les ultras, je pense que ça se programme sur Ouais. plusieurs années, tu fonctionnes de la même façon? Il faut que tu sentes la course, que ça t'inspire quelque chose pour que tu puisses aller concourir et prendre un dossard. Oui, c'est vrai, j'ai ce que j'appelle moi la connexion émotionnelle. Et il y a certaines épreuves où dès qu'elle sort, je sais pas, ça fait tilt en fait, ça match et à partir de là, je mets dans la colonne de droite toutes les conditions pour réussir mon projet. Même si le coût est important, mais en tout cas, je crée les conditions permettant d'aller au bout de mon projet. Et parfois, j'ai pas la connexion. L'épreuve est peut-être très belle, on peut m'en vanter la qualité d'organisation, même le parcours, mais je la sens pas. Et puis je me dis pourquoi faut-il absolument passer par un cheminement qui correspond à une certaine norme? Je vais pas dire que je suis pas fâché avec la norme parce que je suis quand même pas un marginal, mais je veux dire la norme ça veut rien dire en fait. Certaines combien de fois on me dit ah t'as jamais fait la diagonale des fous, t'as fait ceci cela mais t'as jamais fait la diagonale des fous. Bah non, mais parce que je sais pas, non, pour faire simple, ça me dit pas. Non, bah c'est chouette, hein, c'est certainement ça doit être chouette la Réunion s'il fait beau et tout, il y a de la chaleur, mais ça me dit pas. Voilà, non, ça me parle pas. Par contre, je sais pas, je vais te donner des épreuves Loison Trail Tour, voilà, une épreuve qui se déroule du côté de l'Alpe d'Huez, bah j'adore. Voilà, j'ai fait Wills Tribal UTMB, une épreuve à Crans-Montana le week-end dernier, mais coup de cœur quoi. Vraiment coup de cœur, j'ai trouvé ça génial cette épreuve. Et l'année prochaine, on me dit Diagonale des Fous ou Will Strable UTMB? Will Strable UTMB. Voilà. Trail du Grand Verbier, par exemple, que j'ai jamais fait. Ça me fait rêver. Diagonale des Fous. Templier, par exemple. Très belle épreuve, je n'en doute pas, encore une fois. Hein, c'est vraiment pas faire un choix, mais je veux mettre en avant, et pour répondre à ta question, au fait que, encore une fois, il y a ce qu'on sent, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a et toi, et toi. C'est une belle épreuve, mais toi, comment est-ce que vraiment tu as envie d'y aller? Est-ce que tu as envie de le faire? Bah non, j'ai pas envie d'être au départ des Templiers, ça me dit rien. Peut-être un jour, mais là, ça me dit rien du tout. Pourtant, cette année, j'avais vraiment l'opportunité de le faire. J'ai vraiment, mais non, ça me dit rien. Donc oui, oui, et je pense que dans la vie et dans nos parcours sportifs de grands, d'adultes, c'est très important de la sentir parce que les sacrifices sont quand même importants. Il faut qu'on conjugue quand même nos vies professionnelles, familiales. Après, il y a l'aspect quand même financier parce que moi, c'est un sujet ou pas un sujet, mais enfin, quand même, le sport, ça coûte cher. Quand même, le prix du litre d'essence, il est le même pour tout le monde. Quand il faut descendre à Crans-Montana, en partant de chez moi, il y a un sujet quand même. Donc,
il n'y a pas de sujet dès lors qu'il y a une vraie connexion émotionnelle, qu'on ne s'est pas abreuvé d'épreuves intermédiaires qui peuvent éventuellement vous avoir un peu usé et avoir usé un peu votre entourage qui vous voit multiplier les conditions de course. Donc, vous mettez tout ça, vous faites un peu une alchimie de tout ça et après, vous foncez sur une épreuve dans laquelle vous aurez vraiment la connexion, mais surtout vraiment l'envie de vous dépasser, quoi. Voilà. Donc, oui, je choisis mes épreuves ou je choisis mes projets, j'imagine mes projets toujours en ayant l'impression que ça fait tilt. Ouais. Sur le Marathon des Sables auquel tu as pris part, la première édition reste avec une saveur particulière au regard de la deuxième que tu as parcourue. Est-ce que tu y reviendras sur ce type d'événement que l'on considère comme une course d'aventure, toi qui es attiré par ces périples un petit peu exotiques? Tu peux expliquer ce cheminement entre la première édition, la deuxième, et si tu devais y retourner, qu'est-ce qui générerait justement ton envie et ton enthousiasme? Oui, alors d'abord, le Marathon des Sables, c'est vrai que j'ai eu cette chance presque incroyable de faire le Marathon des Sables. Je la dois à une personne qui a fait le nécessaire pour trouver des partenaires nous permettant de financer le dossard et la participation, parce que faut quand même voir un petit peu l'envers du décor et le Marathon des Sables est un projet quand même qui est très onéreux. Euh, et donc, moi, c'était hors d'atteinte, hors de portée. Et lorsqu'il m'a proposé ça, Bernard, voilà, j'ai pas hésité, ça me paraissait fou en fait. Et la première année, j'en ai pris plein les yeux. J'ai surtout aimé l'humain, j'ai surtout aimé rencontrer les populations. J'étais parti avec beaucoup de t-shirts que j'avais offerts là-bas aux Berbères. Enfin, j'en ai pris plein les yeux pour ça. Et puis j'ai croqué l'épreuve. Et j'ai croqué aussi, je dirais, les sacrifices induits par l'épreuve, la privation de nourriture, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis j'y suis retourné 2 ans après, avec l'épreuve est toujours la même, donc avec toujours l'envie de la vivre à fond, mais j'ai peut-être eu un peu moins le, un peu moins de bonheur sur l'épreuve. Voilà, pour peut-être diverses raisons. Peut-être j'ai peut-être aussi été un peu maladroit dans la façon de la préparer. Peut-être je suis arrivé un peu émoussé, mais il m'a semblé que j'étais un peu dans la redondance et que ce projet-là, si onéreux et si énergivore, nécessitait vraiment d'avoir, encore une fois, cette vraie connexion, c'est-à-dire d'avoir envie d'y aller à fond, à fond, à fond. Et je l'avais un peu moins, je dis pas beaucoup, mais je l'avais un peu moins, voilà. Donc, et puis j'étais un petit peu blessé aussi. Bon, bref, ça a été génial, mais j'ai pas eu envie d'une troisième année. Voilà, la possibilité s'est offerte à moi il y a quelque temps pour la vivre à peu près dans les mêmes conditions que je l'ai vécu en 2015 et en 2017. Et j'ai dit non. J'ai répondu non parce que j'avais envie de la vivre. Si j'y retourne, j'ai envie de la vivre différemment. Et puis, il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie que j'avais pas non plus forcément envie de m'attarder sur ça. Tu vois, que je dis souvent, j'ai l'impression que j'avais 40 ans là, que j'ai 41, 42. Mais en fait, non, j'ai 45. Et donc, de 40 à 45, il va se passer le même temps que de 45 à 50. Donc, en fait, j'ai bientôt 50 ans dans l'histoire. Et puis 55, et puis 60. Donc, en fait, il y a des trucs, un jour, ça va être trop tard, quoi. C'est trop tard pour tout dans la vie, on l'a dit déjà. Donc, mais ça, je me dis, un jour, ça va être trop tard pour faire des épreuves. Donc, le marathon des sables 2 fois, et très bien. À une seule condition, j'y retournerai. C'est si j'ai la possibilité de faire avec mon fils, avec Théo, qui a 14 ans actuellement, qui est un gamin qui est pas licencié dans un club d'athlé. Alors vous allez me dire, il y a comme un parallèle, il ressemble un peu à son père, mais il n'est pas du tout inscrit dans un club d'athlé parce qu'il le veut pas. Et je pense que si je l'inscris dans un club d'athlé, 6 mois après, c'est trop tard. C'est fichu. Lui, Théo, il prend sa montre, il charge sa Garmin, il envoie un texto à la famille et il dit je m'en vais courir. Et il rentre et sur Strava, pour pas citer la communauté, voilà, on s'aperçoit qu'il a fait 8 km, 10 km, 12 km à 4h30. Voilà, il s'en va. C'est quelqu'un qui aime la liberté, qui ferme la porte et qui s'en va courir. Et donc ces valeurs-là font que déjà il exprime un certain talent dans les petites courses, enfant, une petite course jeune, mais surtout il développe des valeurs qui sont proches d'une participation au marathon des sables au final. Et donc
si j'y retourne, ce sera avec lui. Ce sera essayer de monter ensemble un projet, un financement, bien évidemment, parce qu'on parle là d'une somme qu'on multiplie par deux, et de le faire avec lui. Oui, voilà. Mais le refaire pour faire un top 100 ou pour le refaire même avec les copains, bon, il faut jamais dire jamais, j'ai appris à dire ça, mais je pense pas. Voilà, ça va pas me suffire. Tu vois, je te disais tout à l'heure, la performance ne me suffit plus, et ben là, je dirais le partage classique d'un marathon des sables ne va pas me suffire. Il faudra que j'ai quelque chose d'autre. Et puis depuis, il y a une dernière donnée, pardon, c'est que le marathon des sables était une épreuve très aventureuse, elle l'est toujours. Mais depuis, il a poussé beaucoup d'autres épreuves aventureuses qui peuvent presque un peu ressembler à un marathon des sables. On n'est pas dans le désert, mais pas loin. Il y a des épreuves qui sont très très longues. Je vois la Swiss Peaks qui s'apprête à sortir une épreuve de 660 km, la traversée du Valais dans les Alpes. Mais bah, ça me fait même pas rêver, c'est lunaire pour moi en fait. Et à choisir entre faire une épreuve dans le Valais suisse et faire le marathon des sables, je fonce faire l'épreuve dans le Valais suisse. Ça me paraît fou ça. Le marathon des sables, ça me paraît plus fou. Pas fou parce que peut-être j'ai l'impression que j'ai fait déjà plus dur que le marathon des sables en fait. Donc voilà. Mais je le conseille à tout le monde, c'est juste voilà, le marathon des sables, il y a un avant et un après. On m'avait dit attention, il y a un avant et un après. Oui, bien sûr, il y a un avant et un après. Le marathon des sables, il n'y a pas une semaine sans que j'y pense. Mais tout autant qu'une race cross France à vélo, la race cross France c'est tous les jours. Il y a pas, tous les jours je pense à cette épreuve ultra distance cycliste. Tous les jours, tous les jours. Où est-ce que tu trouves le mental pour prendre part à de tels défis? Parce que là, la Race Cross France, c'est 2600 km. Tu annonces la Swiss Peak, 650 km là en course à pied. On t'imagine sur une traversée des Pyrénées, sur une traversée de la Corse en courant. Ça, c'est des défis qui te font vibrer. Ouais, 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 le dépassement de soi, repousser ses limites, oui, mais je dirais en occultant la notion de prise de risque. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, tu prends quand même des risques, ton corps, tu le matraques. Oui, bien sûr, mais le corps, on le matraque dans toutes les situations. Se coucher tard et faire la bringue un samedi soir, je pense que tu matraques ton corps aussi. Donc ça, on peut disserter des heures sur ça. Euh, mais j'essaie quand même de pas me mettre en danger. Donc il y a pas la folie ne m'habite pas en tout cas. Voilà. Mais oui, le long m'attire et puis je trouve que c'est un peu une vie. Ces épreuves-là, c'est une vie. C'est souvent des sensations qui sont très sinusoïdales. Ça va et puis ça va plus et puis ça va et puis ça va plus et puis il faut trouver des solutions et puis il faut repartir et puis moi, je suis un peu émotif, donc je peux avoir un peu l'alarme facile. Donc voilà, puis je me mets à pleurer, et puis je repars, et puis je passe un coup de fil à quelqu'un d'autre qui m'encourage, ou bien il pleure avec moi, et puis on repart, et c'est un vrai. J'ai l'impression d'aller. C'est mon Everest en fait. Et je dis souvent en fait, c'est un peu à chacun son Everest. Il y a toujours plus fort que soi, mais il y a toujours plus dur aussi. À chacun son Everest. Moi, mon Everest, c'est ces épreuves-là. C'est un vrai dépassement de soi, mais c'est un vrai enrichissement en fait. Je m'enrichis. J'ai l'impression que je m'enrichis au sens propre du terme aussi en fait. Je suis plus riche. Je suis plus apaisé. Je suis plus riche au quotidien. Je suis plus riche de souvenirs, mais j'ai l'impression que j'ai gagné de l'argent en fait. J'ai l'impression que je suis plus riche de choses. Et, et plus c'est long, et puis plus il y a un peu la notion de cap ou pas cap, et puis plus ça me met un peu. J'aime faire un peu des choses un peu différentes peut-être des autres. Ça, je le cache pas. J'aime bien être un peu, j'aime bien être un peu peut-être différent des autres peut-être, même si ça se dit pas en ces termes-là. Mais j'aime bien. Je me dis, et pourquoi on ferait pas différent des autres en fait? Pourquoi on n'imaginerait pas? Pourquoi on dirait pas? Pourquoi on penserait pas? Pourquoi il y aurait une norme pour me dire ça c'est une mauvaise nouvelle? Quand on fait un marathon, il faut faire un semi-marathon en préparation. Mais où, qui, que quoi? Qui dit ça? Comment? Pourquoi? Et c'est pas possible. T'es sûr que c'est pas possible de faire un semi-marathon au bord du canal, soi-même à l'entraînement? T'es sûr qu'il faut que je mette un dossard? Fais le marathon de Paris, ah bah faut faire le speed Paris. Mais pourquoi? C'est écrit où? Bah moi j'aime bien la provoque un peu, presque la provoque, je vais te dire. Je suis sûr qu'on peut avoir une autre lecture du jeu dans la vie, et je suis sûr que l'ultra distance me nourrit de ça. Et c'est vrai que quand je vais regarder une épreuve, je vais machinalement, je te dirais, regarder la plus longue distance. Je vais pas regarder la distance du tout. C'est machinalement, je me vois pas sur la distance du tout en fait. Je vais regarder et je te parle de la Swiss Peak, c'est pas innocent, voilà. Ça me paraît trop. Encore une fois, après, en te parlant, je recule sur ma chaise en me disant, je ne me sens pas capable de faire 660 km, vraiment. Hein, je préviens. Bon, moi, je te dis cap ou pas Mais cap?
Voilà. Mais je te dis, ça m'attire un peu quand même. Voilà. Mais je suis incapable. Ça me paraît fou de faire ça. Mais ça, là quand même, je te dirais presque, ah ouais, je suis pas capable. Ah ouais, tu crois que je suis pas capable. Voilà. Alors qu'une la distance et tout, peut-être comme je sais que je suis à peu près capable, ça va moins m'attirer. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu répondrais, Eric, aux personnes? On l'a vu là avec l'UTMB sur cette fin du mois d'août et début du mois de septembre, dire que cette course était dénaturée. Est-ce que c'est le cas de ce trail qui se développe donc de façon spectaculaire dans nos contrées européennes? Est-ce que ça a vraiment changé? Et est-ce que toi, qui vis ces courses de l'intérieur, tu retrouves toujours cet esprit du trail, cet esprit de l'aventure? Ouais, c'est un bon sujet, Sébastien, parce que j'avais presque un a priori en ayant été un peu influencé par les réseaux sociaux et par la lecture qu'ont fait certains participants d'épreuves UTMB World Series auxquelles ils ont participé, ou pas d'ailleurs, hein, certains juste en regardant le live. Euh, je pensais ou j'avais entendu que ces épreuves-là étaient un peu mangées par le business, que l'UTMB c'était un business, que c'était très cher pour ce que c'était, que désormais il y avait plus ci, il y avait plus ça, voilà. Et donc j'ai participé à une épreuve, donc Wills Treble UTMB, qui est une épreuve qui se déroule à Crans-Montana et qui fait le tour d'une partie du massif des Alpes du Valais, de la région du Valais. Et bah, pas du tout. Je trouve que l'UTMB World Series ne dénature pas du tout les épreuves, que la mise en avant est toujours la même, les bénévoles sont toujours les mêmes, la qualité de l'organisation n'est pas devenue vraiment économiquement parlant, visible, je dirais. Il y a toujours la bienveillance, il y a toujours l'empathie. Moi, je suis arrivé à 4h30 du matin, l'épreuve, j'ai été accueilli par des bénévoles, mais aussi par des gens salariés, je dirais, du TMB, parce qu'il y a une dame que je vois bien, la speaker, par exemple, qui est une dame, je sais pas tellement, je saurais reconnaître la voix, mais pas le nom de l'identité de la personne, mais en tout cas, à 4h30 du matin, elle était là, et ils m'ont remis la médaille finisher, ils avaient le sourire, ils avaient la banane, et j'ai trouvé que non, rien n'était dénaturé, qu'au contraire, même c'était encore presque mieux organisé en fait. Ouais, on se sentait encore plus dans une épreuve où on était mis en avant. Donc, je trouve que ces épreuves-là, et ben après, on me dit, ouais, l'UTMB, ça devient du business. Oui, mais Sébastien, dans la vie, tout est business. Enfin, on veut suivre le Paris Saint-Germain, il faut être abonné à telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Et puis le vélo, bah, c'est l'autre chaîne. Et puis maintenant on est abonné à Strava et puis enfin voilà, c'est comme ça. Puis Zwift c'est un abonnement. Tout est business, tout est économie. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc à un moment, moi que l'UTMB que ce soit qu'il y ait des gens derrière qui travaillent et que ce soit une société et que ouais, ça me pose aucun problème en soi. Je trouve qu'il y a un profond respect des gens. Et le coup, il faut mettre en perspective aussi ce qu'on a, et il faut mettre aussi en perspective ce qu'on a mais qu'on voit pas. Parce que c'est souvent ça qui est important. C'est quand il t'arrive, tu sais, c'est un petit peu comme les assurances automobiles, ça. C'est trop cher jusqu'au moment où il t'arrive un problème, et puis tu t'aperçois qu'en fait, moi, tout à l'heure, je te dis que je suis en panne de voiture, je m'aperçois qu'en fait, j'ai tac, voiture de location, bam, 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 j'ai rien payé. J'ai rien payé. Je me dis, ah bah ouais, je comprends. Ok, mais je vais payer d'assurance, mais pour ça, dis donc, j'ai rien dépensé. Bah, c'est la même chose. On me dit, bah oui, mais s'il y a tel truc, on vient te chercher en hélicoptère, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais tes bagages, oui, mais c'est un coût. Oui, mais à 4h30 du matin, on me sert un repas chaud, oui, puis les bénévoles, ils ont un beau blouson. Moi, je trouve ça super. Si dans mes 230 euros d'inscription, il y a 15 euros qui sont partis pour équiper les bénévoles, moi, je trouve ça génial en fait. Les bénévoles qui à 4h30 du matin sont là, m'aiguillent et tout. Ils ont un kawaii, un blouson que moi-même je n'ai pas et tout. Je trouve ça super en fait. Faut mettre en corrélation le coût, mais ce qu'il y a en face et ce qu'il y a de caché, les frais diverses et variés quoi. Puis après tout augmente. Ta vie, ton panier il augmente, le panier du ravitaillement. Voilà, les fruits au ravitaillement de Wistrable UTMB, le coût il a augmenté comme tout à chacun. Donc non, UTMB World Series, vraiment aucun problème avec ça. Je m'inscris en faux sur le côté business, sur le côté épreuve dénaturée. Et l'UTMB, quoi qu'on puisse en dire, pour l'avoir fait 2 fois et l'avoir terminé 2 fois, j'ai fait 2 TDS, 2 UTMB.
l'UTMB, c'est la seule épreuve qui au départ me fait verser une larme. Mais clairement, les 2 fois en fait. Hein. La deuxième fois, je me suis dit bon, t'as grandi quand même, t'as pris 2 ans de plus quoi. Mais non, ça change rien. La musique, la voix du speaker, les applaudissements, voilà. En fait, 250 € l'inscription, moi, ils la mettent à 500, je trouve le financement, mais ça changera rien en fait. Ils auront pas ma peau sur 50 € de plus. Non, parce que c'est un vrai rêve en fait. Je me paye sur certaines épreuves, mais l'UTMB ou une autre épreuve. Hein, j'ai traversé les Pyrénées il y a 3 semaines, donc 3 semaines avant Woodstrable, j'ai fait le GRP, pardon, j'ai pas traversé les Pyrénées, mais j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées, et j'ai eu l'impression de m'offrir quelque chose qui m'abonde tous les jours en fait. Tous les jours, il y a un peu de GRP. Il y a un peu de GRP dans une réaction auprès de quelqu'un, voilà. Il y a un peu de GRP dans un sourire. Il y a un peu de GRP dans l'envie de m'entraîner. Il y a un peu de GRP dans je sais pas quoi, dans tout, dans un sourire niais en voyant ma médaille, voilà. Donc, ça m'a coûté 180 € de pouvoir avoir ça tous les jours pendant combien de mois ou d'années. Mais en fait, c'est rien, quoi. C'est rien. Je me suis offert un voyage. Enfin, c'est mieux qu'une semaine au Baléares, en fait. Pour moi, hein, une semaine au Baléares, ça vaut 4 ultra trails. Et les 4 ultra trails, c'est mon essence, en fait. Je dis souvent, je vais faire le plein d'essence, en fait. Et je le dis vraiment, quoi. Oui, je vais faire un ultra trail, mais je pense que je vais remplir ma cuve, quoi. En même temps, je remplis ma cuve et ouais, je suis super. Ouais, après, il y a des choses. On me dit, bah, ça se voit, toi, ouais, bah ouais, je reviens des Pyrénées, là. Voilà. Je boite un peu, on me dit, t'as trouvé ça génial. Et t'as trouvé ça génial. Eh ouais, j'ai trouvé ça génial. Mais t'as l'air complètement fatigué. Ah ouais, mais j'ai trouvé ça génial. Alors, bien sûr, c'est ce que j'appelle, moi, des fois, la planète d'en face. Je me dis, des fois, je suis pas sur la même planète, en fait, que les gens. J'ai pas, mais ça, tu dois le connaître aussi, hein. Des fois, dans des discussions, on se sent un peu, En décalage. on n'est pas, exactement, on n'est pas raccord en fait. J'ai rien contre, et je peux même avoir de l'amour pour des gens, de ma famille même, hein, je veux dire de l'amour sanguine au sens premier du terme. Mais on est en décalage en fait. Tes combats ne sont pas mes combats, parce que parce qu'il y a des combats que j'ai occultés, que j'ai appris à ne pas avoir, parce que moi dans 2 petits mois, je vais faire la Lyon-Saint-Élion. Tu te rends compte? Moi, c'est ça mon truc en fait. Moi, l'augmentation du litre d'essence, c'est un vrai combat. Je veux dire, c'est un souci. Mais sauf que dans 2 mois, je vais faire la Lyon-Saint-Élion quand même, quoi. Donc en fait, c'est encore mieux que ça, quoi. C'est pas un souci. Du coup, ça occulte mes soucis. Enfin, ouais, c'est un vrai. C'est de l'essence. C'est ton carburant Oui. au quotidien, et la course en elle-même, c'est, on va dire, le Graal que tu vas atteindre. Il y a tout ce cheminement, c'est-à-dire que ça guide ton entraînement, ça guide tes pensées sur, tu le dis, hein, la Lyon-Saint-Élion, c'est dans 2 mois. Là, Ouais, tu es focus ouais. sur ça pendant 2 mois. Quand tu arrives le jour J, on va dire que c'est la consécration, il n'y a pas de nostalgie. Là, tu profites vraiment à fond de tout ce que tu as mis en place pendant les semaines et les mois précédents. Oui, dans une grande épreuve, un marathon aussi, par exemple, pour faire plus simple, ce qui est intéressant, c'est l'avant, hein, surtout. Hein, c'est tout ce qu'on vit avant. Le jour J, on déroule, on récite sa leçon, encore plus sur un marathon, d'ailleurs, que sur un ultra, on récite sa leçon au final. Donc, mais pendant l'épreuve, non, non, parce que je sais qu'il va m'arriver des choses, je sais qu'il va m'arriver de l'imprévu, je sais que, donc, je dirais que je me nourris de tout, de l'avant, du pendant et presque de l'après aussi, parce qu'il en découle certaines choses qui me nourrissent après. Donc non, je dirais que je croque tout sur une grande épreuve, mais planifier des événements et avoir des objectifs permettent de déclencher, de conscientiser tout ça. Et ça, c'est une vraie force dans la vie que de réussir à pouvoir mettre ça en place, en fait, de pouvoir se donner les moyens ou créer les outils permettant d'avoir un cheminement à moyen terme, à court, moyen et long terme, en fait, et de pouvoir avoir un objectif de performance, mais un objectif presque de vie, en fait, au travers d'un événement. C'est presque un objectif de vie qui se dessine, quoi. Voilà. Ouais. Comment tu fais au quotidien pour que tout rentre dans ton emploi du temps, ton agenda, entre la vie perso, la vie pro, la vie sportive? Il y a un agenda qui est Euh, au cordeau, qui est millimétré.
Oui, forcément, ça nécessite un peu d'organisation, mais c'est pas non plus, c'est pas un agenda de docteur. Mais je dirais que parfois, euh, une personne, une situation, on se rend pas compte, mais elle déstabilise en fait tout le reste du programme. Je sais pas, j'ai prévu de m'entraîner de 12h à 13h30 et je quitte ou quelqu'un vient me voir au bureau à midi. Ça dure 10 minutes la conversation, mais en fait, il a tout déstabilisé, le gars. Il le sait pas, mais il a tout déstabilisé parce que j'avais prévu pile poil de partir courir à midi et quart. Et c'est en fait une gymnastique permanente qu'on a, nous tous, je dirais, hein, toi comme moi, comme tout le monde. Il n'y a pas de niveau sportif en ce sens. C'est que ça nécessite d'avoir un agenda dans la tête en permanence et de pouvoir. Moi, j'essaie en tout cas d'exploiter chaque situation, chacune des situations. Et plus on grandit, plus il faut réfuter la notion oh, je vais pas sortir pour faire 5 kilomètres ou je vais pas sortir pour faire 1 heure de vélo. Non, je dis toujours 5 c'est mieux que zéro. 5 kilomètres c'est mieux que zéro parce que physiquement c'est une chose, mais il y a la notion mentale en fait, il y a la santé mentale. Être en bonne santé, pour moi, c'est l'équilibre mental, c'est l'équilibre sociétal aussi, et puis après, c'est la notion de performance. C'est être en bonne santé, c'est tout. Et moi, pour être en bonne santé, j'ai besoin parfois un peu de faire du sport. Donc 5 kilomètres, c'est mieux que rien. Et même dans un entraînement, une programmation, dans un planning d'entraînement, 5 kilomètres, c'est mieux que rien. Donc j'essaie d'exploiter chacune des situations. Il peut m'arriver parfois, en me levant le matin, de me dire, demain, je vais m'entraîner, je cours. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand encore. Peut-être demain matin, si à la première sonnerie, je décanille, ou peut-être demain midi, je vais essayer, ou en tout cas, il me reste demain soir. Hier, je suis parti m'entraîner à 22h. Bah, parce qu'avant, c'était pas possible. Mais j'ai exploité le temps, en fait, parce qu'autrement, j'allais faire quoi? J'allais faire du Facebook. C'est ça. J'allais faire de 22 à 23h du Facebook. J'allais regarder la dernière mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Ben, Ou je du suis parti podcast, on m'entraîner. sait jamais. Oui, non, mais parce que c'est vrai, en plus, c'est pas usurpé de dire que j'écoute souvent ça. En plus, les podcasts, les podcasts humains comme le tien, c'est un peu ma came. En tout cas, ça me parle. Et le lendemain, ce matin, donc, en l'occurrence, j'ai été levé à 5 heures, un peu plus de 5 heures, 5 heures et quart, 5 heures et demie par là, pour à nouveau m'entraîner parce que ça faisait peu de récupération, mais après, j'allais pas avoir le temps parce qu'on se voit aujourd'hui et parce que mon agenda professionnel en ce moment ne me permet pas d'avoir des détachements un peu plus faciles en journée. Donc, c'était ça ou rien. Bah, en fait, il faut exploiter le temps. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir en tête lorsqu'on grandit. Et c'est aussi pour ça que parfois, je dis pas que c'est valable tout le temps, hein, parce que parfois il y a des personnes, ou même soi-même, hein, on a des agendas où on dit aujourd'hui je pouvais pas m'entraîner. Et parfois moi aussi ça m'arrive. Je peux pas, faut que je parte. Non, c'est aujourd'hui je ne pouvais pas m'entraîner. Mais attention entre je pouvais pas et je me suis pas donné les moyens de y arriver, ou j'ai pas trouvé la fenêtre, ou regarde bien quand tu as passé 40 minutes à faire ceci, ou regarde bien quand tu as glandé 3 quarts d'heure à faire ça, ou voilà, peut-être là tu l'avais la fenêtre, tu l'as pas exploité. Ça, on est d'accord, mais on est tous feignants aussi, et je le suis moi aussi. Des fois, j'ai ce que mon fils dirait la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Mais il y a avoir la flemme et dire facilement sur un repas, ah moi je t'envie, j'ai pas le temps de m'entraîner. Oui, enfin ne crois pas que moi j'ai un temps de fou en fait pour m'entraîner. Je l'exploite, je me donne des moyens. Je travaille parfois un peu plus pour à d'autres moments travailler un peu moins. Voilà, mais on me donne rien, j'ai aucun avantage, j'ai rien. Tout ce que j'ai, je me le crée. Si j'ai des facilités pour partir 5 jours à Crans-Montana, ben oui, mais quand toi tu travaillais pas le dimanche de juillet, moi j'ai travaillé toute la journée. Enfin voilà, donc il faut se créer. Tu vois, on en revient toujours à, je te disais, d'être acteur finalement. Il faut être acteur de sa vie en fait. C'est soit on rentre dans un cheminement où on écoute un peu la pluie tomber, soit on danse sous la pluie et on crée les conditions permettant d'y arriver. Donc moi j'ai essayé toujours de bouger en fait, d'être acteur, de mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait. Donc j'essaie de trouver des situations et des opportunités pour m'entraîner, je dirais presque tous les jours. C'est course à pied,
Vélo en extérieur, bien sûr, le vélo classique. Ça peut être du home trainer aussi. Parfois, c'est bien. Parfois c'est bien quand j'ai pas le temps, mais parfois c'est bien aussi parce que c'est un vrai entraînement. Je décide de faire. Moi, je peux faire du home trainer en plein mois de juillet quand il fait 30 degrés. C'est pas parce je fais pas du home trainer parce qu'il pleut. Je fais du home trainer parce que ce sont des exercices parfois courts, intenses, qui permettent de développer des capacités un peu nerveuses. Enfin voilà, donc je fais ça. Et puis je me suis un peu ouvert aussi à la marche. Euh, Parce que je retrouve des valeurs, comme je dis, un peu d'évasion et tout ça, donc de bien-être mental, en tout cas, de bien-être mental, mais aussi parce que tu sais, tu t'aperçois que sur une épreuve sur un ultra-distance de 160 ou 200 km, un bon marcheur, il en fait du chemin. Il en fait du chemin. Je vais pas te dire que des fois, moi qui cours, je suis doublé par un bon marcheur, mais pas loin, hein. Ou des fois, en tout cas, pour suivre un bon marcheur, je suis obligé de trottiner quand même, hein, parce qu'autrement, je le suis pas. Donc, la marche, ça fait partie de l'entraînement d'un coureur ou d'un sportif ultra-distance. Ça, c'est certain. Donc, je me suis aussi ouvert à la marche. Donc, j'exploite un peu les trois. J'essaie d'imaginer toujours des plans d'entraînement à ma sauce, et ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, c'est les miens. Je me les approprie. Et donc, j'essaie toujours un peu d'imaginer. C'est-à-dire, je me lève pas en disant, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je dis, tiens, demain, j'essaie de faire 2 heures de vélo. Bon, maintenant, il faut les caser. Mais en tout cas, je sais toujours à peu près ce que je vais faire. Là, sur les 3, 4 jours, je suis capable de te dire, tiens, demain, j'ai prévu de faire ça. Voilà. Un peu différemment, peut-être, mais en tout cas, c'est la thématique. C'est trouver une thématique. C'est aussi ce que je conseille un peu aux gens, c'est d'essayer de trouver, tiens, aujourd'hui, je m'entraîne et je fais ça. C'est ma thématique aujourd'hui. Mais ta thématique du jour, elle peut être de dire, je fais juste un footing. C'est-à-dire, la thématique du jour est de ne pas avoir de thématique. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Mais en permanence, aller courir, bah, c'est lassant, en fait. On casse et ça devient monotone, ça devient répétitif. Et puis après, on trouve plus le pourquoi. Nous, dans le vélo, il y a une expression qui ressort souvent, c'est je vais rouler. Voilà. Bah, tiens, aujourd'hui, je suis allé rouler. D'accord, mais tu t'es entraîné ou t'es allé rouler? Moi, souvent, par provocation, je dis aujourd'hui, demain, je vais m'entraîner. C'est pas pareil. Je vais m'entraîner. Mon entraînement, des fois, il est de faire ça. Et ça, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de niveau, hein. Il n'y a pas de ouais, mais bon, avec le niveau qu'il y a, pas du tout, pas du tout. Euh, Ton entraînement, il peut être de t'entraîner à 6 au kill pendant 3 fois 5 minutes, quoi. C'est pas un problème, ça. Tu peux viser 1 heure. Mais en tout cas, exploite le temps, et donne un sens au temps que tu accordes à ton entraînement, à ta pratique sportive, pour être encore au sens plus large du terme, quoi. Trouve une thématique, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? À ton avis, demain, tu ferais quoi? Dis-moi, tu ferais bien des sprints? Dis-moi un petit truc. Ah non, demain, j'irais bien courir. Je sais pas. Ok, tu cours, mais allez, tous les 5 minutes, tu fais comme si c'était l'arrivée. C'est un truc tout bête. Dès que tu vois un panneau, t'accélères. Tu fais un sprint. C'est tout bête, hein, dès que tu vois quelqu'un, des fois, je joue à ça, en fait, un truc tout bête, hein, voilà. À chaque panneau de signalisation, je passe le panneau de signalisation et derrière, je fais 200 mètres. Voilà. Et je revois un autre panneau de signalisation, je refais 200 mètres au sprint. Voilà. Ça me fait des intensités. C'est pas beau comme dans le bouquin, comme dans le plan d'entraînement, machin, mais c'est mieux que rien. J'ai pas couru, je me suis entraîné. Voilà. C'est ce que je conseille vraiment à tout le monde. Alors Eric, toi qui es cycliste donc chevronné, ancien professionnel, maintenant reconverti en ultra-trailer, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à croiser l'entraînement et à être à la fois sur le vélo et à pratiquer la course à pied? Est-ce que c'est un bon complément? Tu parlais de home trainer tout à l'heure, d'apporter du jeu également dans l'entraînement. Alors est-ce qu'on peut mixer les deux et que ça nous apporte quand même des bénéfices? Moi, j'ai un beau vélo Carbon Look dans le garage. Alors, est-ce qu'il faut que je le sorte plus ou que je le vende carrément? Alors, elle est drôle ton anecdote parce que tu sais, je dis souvent quelque chose. Je dis, tu sais, le vélo, le plus dur dans le vélo, le plus facile, pardon, le plus facile dans le vélo, c'est de l'acheter. C'est vraiment le plus facile. C'est après que ça commence, en fait. C'est une fois que tu l'as acheté, qu'est-ce que t'en fais? Et oui, oui, je suis d'accord sur le fait que l'entraînement croisé apporte vraiment. On parle de contraintes musculaires. C'est vrai que les contraintes musculaires à vélo, ils sont quand même bien amoindries. Et donc, c'est un vrai facilitateur pour récupérer. Ça permet de travailler de la résistance, par exemple, de travailler très bien de la résistance, de travailler l'endurance de manière très très qualitative aussi. Ça permet de sortir un peu d'un cheminement qui peut amener à de la lassitude, parce que la course à pied, ça peut aussi amener à de la lassitude, ne serait-ce que parce que on reste aussi toujours sur les mêmes paysages.
si tu pars de chez toi et que tu fais des sorties de 15-20 km, à un moment, tu ferais toujours la même chose. À vélo, il y a aussi un autre cheminement. Et puis, tu as aussi la preuve par l'élite, je dirais. Hein. Mathieu Blanchard, pour revenir à lui, j'ai vu que pendant l'été, il a fait des sorties allant jusqu'à presque 200 km dans les Alpes. Hein. Il a monté, un moment, un jour, il a fait une sortie, le Galibier, le Télégraphe, l'Alpe d'Huez, le Glandon, la Croix de Fer. Enfin, il a fait, parce qu'il s'est aperçu que ça apportait, des qualités de résistance. Et moi, je le sens aussi je dirais à mon petit niveau. Tout bêtement, par exemple, j'ai pas de bâton. En montée sur des ultra-trails, j'ai pas besoin de bâton parce qu'en fait, j'ai la force dans les quadrilles et les bâtons. Je dis pas qu'ils m'apporteraient pas, hein, parce que peut-être que, mais on peut refaire le monde. Mais à moi, je, tel que je suis actuellement, dans ma situation, je dirais physique et avec les moyens que je me donne aussi, j'en ressens pas le besoin parce que je fais du vélo. Je le sens, c'est parce que je fais du vélo en fait. J'ai la force dans les jambes, j'ai la force dans les quadrilles et quand je monte un chemin sur une montagne, j'ai l'impression de pédaler en fait, puisque c'est la poussée. Donc le vélo m'apporte ça. Donc oui, je conseille vraiment l'entraînement croisé. C'est un vrai plus. Et puis, encore une fois, c'est aussi une façon de mentalement ne pas tomber dans la lassitude. Et c'est quelque chose qui guette aussi, qui guette tous les sportifs. Hein. C'est à un moment d'en avoir un petit peu marre quand même. Quoi. Donc, ça, c'est opportun. Alors, je vais essayer de trouver quelques côtes, hormis celle de l'autoroute en Beauce. Il n'y en a pas beaucoup, mais surtout Ça, beaucoup de ça vent. c'est vrai. Faut être imaginatif, Sébastien. Ça, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que les côtes qui font progresser dans le vélo. Hein, c'est vrai. Les côtes, c'est quand même, ça permet de travailler la résistance, mais il y a aussi d'autres moyens et le home trainer, ou le vélo connecté pour ceux qui sont sur la plateforme connectée cycliste très très connue. Oui, c'est un bon moyen, en tout cas de euh, de croiser et de travailler différemment et donc de gagner en disponibilité mentale, en bien-être mental en tout cas. Voilà. Et donc oui, bien sûr, je le conseille et puis je le conseille et puis je l'ai testé et puis je l'ai approuvé en plus. Donc il y a pas débat sur ça quoi. Moi, je fais des semaines qui parfois peuvent paraître dérisoires. Hein. J'ai fait le GRP, j'ai terminé modestement, mais enfin quand même, j'ai fait la grande traversée des Pyrénées et 3 semaines après l'épreuve de 120 km en Suisse, en ayant recommencé la course à pied début juillet. J'avais pas couru pendant de début mars à début juillet. Mais quand je te dis pas couru, c'est un coup de temps en temps, je sais pas combien ça peut représenter. J'ai peut-être fait 150 km en 4 mois, quoi. Voilà. Mais j'ai fait du vélo. Du vélo. Et en fait, quand j'ai repris, j'ai vite eu la force, en fait. Vite eu la force et ça m'a permis de faire tout ça. Je pense parce que je fais du vélo. J'ai la caisse, en fait, la caisse du cycliste. Et donc, je suis pas sûr que le contraire soit valable. Je suis pas sûr qu'un bon coureur à pied, il, il arrive à switcher facilement et à devenir un bon cycliste. Je pense que il y a d'autres choses il y a d'autres, comment te dire, il y a d'autres paramètres, voilà, d'autres paramètres qui arrivent dans le vélo. Paramètres techniques déjà, le changement de vitesse, la notion de vitesse, appréhender la circulation automobile, le coefficient de pénétration dans l'air. Enfin voilà, et bien souvent les coureurs à pied, quand ils sont sur un vélo, ils sont comme un chien dans un jockey. Hein, ils savent pas trop quoi faire. Alors que le contraire, c'est quand même une vraie force. Oui, c'est un vrai plus. Ouais, ouais. Un cycliste, en général, un cycliste, quand il passe à pied, il a des facultés, en tout cas, parce qu'il les a travaillées naturellement, en fait. Ouais. Bien souvent, un coureur cycliste, c'est un bon coureur à pied. Après, il travaille, hein, après, une qualité, une aptitude devient une qualité en la travaillant. Hein. Donc, mais en tout cas, il a des aptitudes, quoi. Ouais. On a beaucoup parlé. Il va être temps de poser cette dernière question. Alors, tu n'as pas le droit de me répondre une activité sur le vélo. Hein. Donc, je te pose la question, Eric. Quel serait pour toi un instant où tu te situes à côté de tes pompes ou à côté de tes pédales automatiques et à côté de ton vélo? Une activité que tu pratiques à la maison, mais qui soit complètement éloignée de toute activité sportive de près ou de loin. Je suis investi dans certaines associations solidaires. Et donc, lorsque je suis investi dans ces associations-là ou
auprès du moins des acteurs de ces associations-là, je suis Éric Le Blaché. Voilà, point. Voilà, je suis personne d'autre que ça et je suis pas du tout sportif. Lorsque je suis un bénévole qui aide sur une épreuve ou sur un projet d'ELA, l'association qui lutte contre les maladies leucodystrophies, lorsque je mets en place avec des gens qui m'entourent, bien sûr, hein, je dis je, mais je suis surtout pas seul autour de ça, mais lorsqu'on met en place un projet de collecte pour les Restos du Cœur et qu'on vient débarquer un camion grand volume chargé de petits pois, etc., je suis à côté de mes pompes, en fait, à côté de mes pompes, à côté de mon vélo. Je suis une personne lambda, voilà. Ça. Et là où je suis encore plus à côté de mes pompes, et là, je pense que personne parmi mes proches me contredira, c'est lorsque je bricole, parce que là, je suis vraiment un très très mauvais bricoleur. Et puis en plus, je marque aucun intérêt. Donc là, je suis vraiment pas bon public. Et donc, je suis vraiment totalement à côté de mes pompes au sens premier du terme, quoi. Là, voilà, bien souvent, on m'épargne ce genre de choses parce qu'on dit vraiment, là, Eric, tu seras vraiment à côté de tes pompes. Donc, j'avoue que chez moi, j'ai pas monté beaucoup de meubles, pas beaucoup mis de carreaux, pas beaucoup mis, voilà. Mais j'ai fait des plans B, j'ai fait des arcs-en-ciel, et puis j'y suis arrivé, voilà. Voilà. Mais là, c'est vraiment là où je suis le plus à côté de moi. Eh bien, merci Eric pour ce long échange. De quoi sera fait ta fin d'année 2023 et est-ce que tu as déjà des perspectives, des projets sur l'année 2024 sur le plan sportif et pédestre? Alors, sportivement, oui, là, on va parler d'échéance, la belle échéance, belle et grande échéance, ce sera la Lyon-Saint-Élion, l'aller-retour, donc Saint-Élion, mais en faisant l'aller-retour, donc ça fait Lyon-Saint-Élion. Ça, ce sera pour 2023. Ensuite, j'ai une casquette un peu d'organisateur, où j'organise une épreuve ultra-distance de 65 et 95 km mi-décembre, qui part et qui arrive de mon village. Donc là, c'est ce qui s'appelle la Grande Ourcq. Et donc là, c'est un vrai projet qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est un vrai. Encore une fois, c'est par amour des gens que je fais ça. Et donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et puis après, en 2024, ben, moi, j'aime bien me projeter. J'aime bien, euh, j'aime bien calculer un peu à l'avance des échéances. En fait, c'est souvent quelque chose qui me guide quand même. Donc, à vélo, probablement l'arrêt Socross France. 2500 km, ultra-distance à vélo. Je dis probablement parce que c'est pas tout à fait sûr aussi. J'ai peut-être aussi envie d'autre chose parce que quand il y a ça, il n'y a pas autre chose en fait. Et le temps passe, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, et une épreuve gravel, un tour de Bretagne à gravel, qui s'appelle la Gravel Trobraise. Et donc ça, c'est tout nouveau pour moi. J'ai jamais vécu une épreuve à gravel, donc ça m'attire. J'ai été un des premiers inscrits et donc j'y serai. Donc ça, c'est une vraie attirance pour une épreuve de 1300 km en autonomie totale, Tour de Bretagne à vélo. L'Arrêt Cross France 2500, et puis après le trail du Grand Verbier, ça m'attire en Suisse, vraiment ça me plaît. Et puis après l'UTMB, oui, j'aimerais bien, je vais participer au tirage au sort, et puisque j'ai quelques points en tout cas pour pouvoir y prétendre. Et puis si j'y suis pas, soit la TDS en plan B, je dirais. Mais dans la vie, souvent les plans B sont meilleurs que les plans A, on l'a tous remarqué, donc pourquoi pas. Ou bien retourner sur le GRP, parce que ça m'a beaucoup plu, la grande traversée des Pyrénées. Et donc, pourquoi pas cette épreuve-là aussi, sur laquelle j'ai senti vraiment une vraie attirance. Et puis, c'était dur, ça m'a vraiment paru dur, et donc ça m'a plu parce que c'était vraiment dur. Ça m'a paru un peu trop dur, à vrai dire. Pour moi, bon, mes petites capacités, ça m'a paru un peu trop dur. Et donc, du coup, j'y retournerai bien. Mais l'année prochaine, j'ai envie d'ouvrir des voies nouvelles, de faire du nouveau, et donc d'ouvrir et de provoquer des situations permettant de vivre des émotions nouvelles, en fait. Donc, des nouveaux paysages, pourquoi pas, des nouvelles choses, voilà. Et le sport va guider chacun des 365 jours qui vont animer 2024. Et puis, j'ai l'envie de me dépasser. Puis j'ai envie de partager aussi. J'ai une page Facebook assez active où j'essaie de partager les choses, j'essaie de montrer. Donc voilà, ça m'anime aussi d'aller découvrir des choses et puis d'en ramener peut-être un petit peu des odeurs, des vues et qui puissent permettre à quelques personnes de dire bah tiens, si lui est capable de le faire, pourquoi pas moi quoi. Voilà. Mais en 2024, toujours à fond et toujours de l'ultra et toujours l'envie d'aller encore un peu plus loin. Ouais, ouais, bien sûr, à fond. Ouais.
Eh bien, Eric, un grand merci pour ton témoignage autour de ces valeurs de partage, d'aventure. À bientôt pour te retrouver peut-être du côté des bords de Loire si tu venais à rouler avec ton vélo gravel. Avec plaisir, Sébastien, avec plaisir. Merci à tous. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.